On parle aujourd'hui de la Linsanity et de Jeremy Lin surtout. Enfin, de Jeremy Lin et surtout de la Linsanity. Pour ceux qui connaissent pas la Linsanity, c'est l'un des plus gros buzz, si ce n'est le plus gros buzz récent de la NBA. En vrai, on va pas se mentir. En termes de portance, etc. C'est quelque chose qui a démarré le 4 février 2012 et qui finit, alors ça dépend des gens, soit vous estimez qu'elle se finit au 14 mars 2012, qui correspond au renvoi de Mike D'Antoni, qui est le coach de Jeremy Lin pendant la Linsanity, ou alors au 24 mars 2012, et moi je le situerais plus au 24 mars 2012 parce que c'est la blessure de Lin qui ratera la fin de saison et les playoffs avec les Knicks. Mais c'est fou, genre pour moi, dans les souvenirs que j'avais, ça avait duré toute une saison, tu vois. Et non, la Linsanity, ça dure un mois 15 jours, 3 semaines à peine. Ouais, c'est fou. Genre, ça dure un gros mois, mais la vraie Linsanity, le vrai moment où Linsanity est où Jeremy est en feu, c'est 15 jours. C'est 9 matchs. C'est terrible. Bon, c'est un truc de fou puisque c'est 9 matchs, dont 8 victoires avec une série de 7 victoires d'affilée. À savoir que le match que perdent pour l'anecdote, le match que perdent les Knicks, qui aurait pu être le 8e match de victoire d'affilée, ils le perdent contre les Hornets qui sont bons derniers de la NBA à ce moment-là. C'est tellement Knicks. Coaché par Monty Williams à l'époque, les Hornets. C'est tellement Knicks, hein, on va pas se mentir. C'est tellement Knicks. Mais voilà, rentrons dans ce vif de sujet. Qui est Jeremy Lin ? Qu'est-ce que tu peux me dire sur Jeremy Lin ? Pas grand-chose en vrai, ce mec on l'a vu passer, Jeremy on Lin, le connaît c'est un peu. une sorte d'étoile filante. Ouais. Nous on l'a vu un petit gars peu. de Taïwan, je crois que tu... C'est ça. Taïwan. Donc c'est un américano-taïwanais, il est né en 88, le 23 août, en Californie. Il grandit à Palo Alto, c'est au nord de la Californie, c'est une ville qui est assez proche de San Francisco. Et c'est un gamin qui va avoir une enfance similaire à beaucoup d'autres enfants qui sont issus de l'immigration asiatique aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est dans le cliché, il le dit lui-même, la pratique du violon, le piano, et même s'il est fan de basket, s'il n'a pas que des A à l'école, il ne prend pas le ballon, il n'a pas le droit d'aller jouer. Donc c'est vraiment le cliché des familles asiatiques. Il grandit dans ce cliché-là. Genre, t'as eu un B, mais t'es une merde, tu dors sur le dehors. C'est un petit peu ça. Mais il y a une différence avec les parents de Lin, c'est que les parents de Lin, contrairement aux autres parents asiatiques, ils sont capables de voir l'amour que Jeremy porte au basket. Et il faut savoir que Jeremy Lin a un frère qui est, je crois, légèrement plus jeune que lui, qui porte le même amour, mais qui n'aura pas le même destin que son frère. Et les parents vont être intelligents, ils vont les laisser pratiquer le sport. Et ça, c'est notamment dû au père de Lin, qui est un gros fan de NBA qui est devenu fan de NBA quand il est arrivé aux États-Unis, en regardant Karim Abdul-Jabbar. Et il y a une anecdote que j'adore, c'est Jeremy Lin qui explique que si vous jouez au basket avec son père et qu'il a un lay-up ouvert, il se retournera pour faire un skyhook. Ah ouais. Et cette anecdote est vraiment exceptionnelle, fallait que je la place. Elle est drôle. Ce qui est en soi, c'est que du coup les parents de Lin vont faire un choix. L'argent qu'ils vont gagner, ils vont s'en servir d'abord pour payer leurs dettes, c'est des parents asiatiques, ils sont conscients, ils font pas n'importe quoi. Mais plutôt que de s'acheter des choses, plutôt que de mettre le reste de côté, ils vont utiliser cet argent pour payer des camps d'entraînement et des camps AAU à Jeremy et son frère. Alors pour ceux qui voient pas les camps AAU, en gros l'été aux États-Unis, vous avez une ligue parallèle qui se met en place pour les jeunes. Ça regroupe beaucoup de jeunes du pays, c'est souvent la ligue la plus compétitive et si vous voulez faire du scouting, c'est là-bas qu'il faut aller regarder parce que vous voyez les meilleurs s'affronter. Parenthèse fermée sur le AAU. Ce move des parents de Lin de faire en sorte que le très bon move qui s'avérera très payant par la suite, mais ce move des parents de Lin de faire en sorte que Jeremy notamment puisse continuer à faire du basket, ça va provoquer une incompréhension et Lin en parle, genre il est extrêmement fier et reconnaissant envers ses parents parce que ça va les isoler auprès d'autres parents asiatiques qui vont vraiment pas comprendre pourquoi ils décident de mettre leur enfant dans le basket qui a l'air d'être un moyen aussi peu fiable que les études, enfin beaucoup moins fiable que les études. Et eux le considèrent comme un moyen légitime et donc ils vont le pousser. On a donc un jeune Jeremy Lin qui va pratiquer de plus en plus le sport, qui a comme modèle Michael Jordan et il le décrit comme son seul et unique véritable modèle, c'est-à-dire qu'il parle de Yao, mais il parle de Yao plus
comme de ce qui lui a fait prendre conscience qu'un asiatique pouvait le faire en NBA, parce qu'il le dit, je m'identifie pas au jeu d'Yao parce qu'il est beaucoup trop grand et lui est vraiment est assez frêle. Taille, Lin il est petit, il doit Lin il faire fait 1m90, non, quoi, Lin il max. fait un 80, ouais, je crois qu'il fait au moins un 92. Un Jérémy 92. Lin. Oui. Ouais, il Mais est oui, petit par pour rapport les- aux 2m16 de Yao, non même plus. 2m30. 2m30 Yao 2m30. Ah, je pensais pas qu'il était aussi grand. Je pensais Bah, qu'il si. était un peu plus petit. D'accord, Non. 2m30 Yao, bah c'est très très grand. Oui. Mais du coup, voilà, Il fait passer chaque pour un nain à côté. C'est vrai. C'est ça qui fait Cette passer photo cette photo, où oui. chaque fait une tête de moins. C'est vraiment. C'est chaque quoi. C'est une sacrée photo. Mais du coup, voilà, Jérémy grandit en s'inspirant principalement, il le dit, d'athlètes noirs. Parce que en fait, ça lui permet, en fait, quand il en parle du fait de s'identifier à des athlètes noirs, ça lui permet en fait surtout de s'identifier sur le fait qu'une minorité peut le faire. Certes, la minorité asiatique est assez peu représentée dans le basket, mais dans la vie de tous les jours, la minorité asiatique et la minorité noire aux États-Unis, en vrai, il y a dans certains quartiers, c'est à peu près équivalent en termes de nombre d'individus. Ouais, surtout, tu me disais qu'il vient de Californie. Oui. C'est surtout, enfin, je suis jamais allé, mais je crois, si je dis pas de conneries, que c'est là-bas que t'as les plus grosses communautés. Oui, c'est là-bas. À part, genre, évidemment, à Chinatown, à New York, tu vois. Ouais, mais, non, bien sûr, faut voir tout ça. Ça va dans tout ce cliché que les Asiatiques sont souvent extrêmement bons en études. Palo Alto est vraiment juste la ville au nord de la Silicon Valley. C'est-à-dire que la Silicon Valley, si tu continues au nord, t'arrives à Palo Alto. Okay. Donc mine de rien, la Silicon Valley, t'as toutes ces grosses universités, etc. Et t'as quand même une grosse présence asiatique dans ce coin-là. Et on est donc sur un Jérémy qui est en high school. Et en vrai, il est bon. Il est au lycée de Palo Alto. Il est clairement meilleur que ses camarades. Mais on est sur quelqu'un qui ne se pense pas encore capable d'aller en NBA. Et surtout sur quelqu'un qui n'intéresse absolument aucune université NCAA de D1. Et il y a une anecdote que j'adore, il explique qu'il envoie lui-même ses mixtapes et que soit on les regarde pas, soit on lui répond pas. Ah, putain, j'ai l'impression que c'est moi qui cherche une alternance. C'est un peu ça finalement. Sauf qu'il y a quand même deux choix qui vont alors se présenter à lui parce qu'il faut pas oublier qu'aux États-Unis, avoir une bourse sportive, jouer dans une équipe, ça te permet de faire tes études. Et comme il a quand même de très bons résultats scolaires, il va avoir deux bourses sportives qui vont se développer. Soit il part en 3ème division NCAA au MIT de Boston. Soit il part à Harvard en première division NCAA. Ouais, c'est ça, c'est vraiment juste ces notes qu'on fait ça parce que les trucs de la Ivy League comme ça, c'est pas n'importe qui rentre quoi. Oui, non, tu rentres pas juste avec une bourse de basket. C'est-à-dire que le si fait, t'as pas en fait, le bon le fait dossier, qu'il, comme il le dit à l'époque, il sait même pas lui qu'il y a une équipe NBA, enfin il y a une équipe universitaire à Harvard. Pour lui, à l'époque, Harvard n'a pas d'équipe universitaire. Et en fait, c'est ce qu'il dit bien, c'est que en fait, les mecs sont intéressés parce que ça peut être un élève intéressant sur le cursus scolaire classique et il peut aider vraiment leur équipe de basket. Donc, départ pour Harvard, ses parents sont très heureux. Parce qu'ils savent que si le basket ne marche pas, il a un vrai background de diplôme. Et lui, il a enfin l'opportunité qu'il voulait, l'opportunité de montrer sa valeur. Et il va très bien performer avec Harvard. On est sur un mec qui tourne à 13 points de moyenne, 4 points et demi, 3 passes et demi. Harvard, ils sont en D1 Harvard sont en D1 NCAA. Je savais pas, mais Harvard est en D1 NCAA depuis toujours et depuis pas mal d'années. Et ces stats là que je viens d'énoncer, ce petit 13 points, 4 points et demi, 3 passes et demi, ça va lui faire devenir une petite star sur le campus. Jérémy Lin deviendra une vraie star de campus. À titre de comparaison, cette année-là, le mec qui sera drafté first pick, c'est John Wall, qui est à Kentucky. En termes de stats, John Wall, c'est du 16,5, 5 rebonds, 6 passes et demi. C'est meilleur que Lin, mais on n'est pas sur un écart de stats si grand que ça. Faut bien comprendre que dans le basket universitaire, vous avez peu de joueurs qui vont approcher la barre des 17-18 points de moyenne. Et alors vraiment très très peu qui passent la barre des 20. On n'est pas en NBA, hein, c'est un basket beaucoup plus collectif, beaucoup plus structuré. T'as des possessions qui durent 30 secondes. C'est ça, 35 déjà c'est même pas des cartons, c'est-à-dire que c'est demi-temps de 24 minutes si je dis pas de bêtises. Ou 22 minutes, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un basket qui est différent, mais c'est un basket dans lequel Lin arrive à faire son trou. En 2010, il se présente à la draft. Malheureusement, il n'est pas drafté. Son agent vient le voir et lui dit, c'est simple, t'as 5 matchs de Summer League. Soit tu réussis, soit la porte elle est définitivement fermée pour toi. Sauf que petit problème, Lin il est blessé au moment de la draft. Et il va avoir de la chance. Il va avoir un coup du destin. Il est déclaré apte par les médecins la veille du début de camp d'entraînement de Summer League. Ah ouais. Exactement. À l'époque,
c'est les Mavs qui viennent le signer pour la Summer League. Sauf que Lin a très peu de chances de jouer et il jouera très peu à l'entraînement comme un match parce que les 2 choix de draft des années précédentes des Mavs sont un meneur et un guard. Un mec qui est plus combo et un meneur. J'ai pas trouvé les noms parce que c'est tout simplement des mecs qui n'ont jamais rien donné en NBA. Ah ouais. Voilà. Donc Lin ne joue pas, alors derrière 2 mecs que personne ne connaît. Ok. Sauf qu'il va avoir une chance dans cette malchance, on va dire. Le meneur titulaire de l'époque se pète lors d'un match contre les Wizards en Summer League et Lin est lancé par son coach dans le 4e quart contre John Wall, first pick de la draft de cette année-là. Et il est bon. Lin le dégrille, il est bon, il est dans sa zone, il a déjà ce truc du flow. Il est très bon dans le 4e quart, il tient tête à John Wall qui est le first pick, bordel de merde, genre. Et puis surtout que le John Wall rookie comme ça, mais pour ceux qui savent pas, John Wall sorti de Kentucky, son nom est pas très long, mais il court plus vite pour traverser le terrain que le. Ah non mais nom, vraiment. Et puis on parle d'un ouais. John Wall qui est à l'époque le leader incontesté de Kentucky dans une équipe où il y a DeMarcus Cousins. Ouais, c'est vrai qu'il y a DMC en plus. Genre, faut bien comprendre que John Wall, 2 ans avant Russell Westbrook est drafté, les gens commencent déjà à voir ce que ça donne, ces meneurs ultra athlétiques, qui sont pas forcément des excellents shooters, mais qui sont des mecs qui peuvent tout faire sur un terrain, qui remontent le terrain à 200 à l'heure. C'est un phénomène, John Wall. C'est clair. C'est le même, à titre de comparaison, à la main, c'est le même phénomène que sera Lonzo Ball quelques années plus tard ou Markelle Fultz. Ouais, oui. On est sur ce genre de phénomène. Bref, il tient la marée à John Wall, il décroche son premier contrat NBA avec... Alors je sais que c'est pas les Knicks, tu me l'avais dit l'autre fois. Non, c'est pas les Knicks. La première saison, avec qui c'est? Putain, Charlotte? Non. Avec Golden State. Ah putain. C'est Golden State qui ira chercher Jeremy Lin, son équipe de son enfance, là où il a grandi. C'est beau, l'histoire est belle. L'histoire est belle. La première saison sera décevante. L'histoire est moins belle. La première saison se passe vraiment mal, même si Lin devient une star dans le microcosme de San Francisco et de la communauté asiatique, parce qu'ils sont fans de lui. Ils voient l'un des leurs sur le terrain, ils sont fans, et Lin raconte, il y a une anecdote incroyable, quand il rentre dans les garbage time et qu'il touche le ballon, la salle hurle, la salle fait des grands oh, comme s'ils attendaient de lui que ce soit le Messi, alors qu'on est en garbage time, le match est fini. Surtout, attends, cette année-là, début des années 2010, t'as déjà Curry, c'est l'équipe avec non, Curry. Curry, ouais, déjà là, mais c'est Ellis. surtout l'équipe de Monta Ellis. Monta En fait, c'est Ellis, l'équipe de la fin des Warriors de We Believe. Genre, c'est surtout Monta Ellis à l'époque qui est le leader. Ouais. Mais ouais, c'est cette équipe de la fin des Warriors de We Believe. La première saison, comme je disais, elle est décevante. Il y croit. Et je savais pas, mais il faut qu'on aille le voir. Il y a un documentaire sur les Warriors de 2010 qui existe. Okay. C'était à la base un projet de vidéo YouTube qui est devenu un documentaire. Et dedans, on a une image où Lin parle face caméra et dit « Je vais être un joueur de rotation, puis je serai titulaire et je finirai par être champion. » Assez prémonitoire de la suite. Il était champion ou quoi? Mon dieu, ta culture NBA est tragique. Il est champion avec les Raptors en 2019. Ah ouais? Et putain, ouais, il est champion avec les Raptors en 2019. Mais attends, c'est terrifiant du coup, c'est genre le mec voit l'avenir quoi. Ah ouais, Jeremy Lin, il lit l'avenir. Et vous allez voir... c'est les Asiates. et vous allez voir, il y a beaucoup de choses du passé de Lin qui refont du sens au moment de la amitié dans son futur. Bref, fin de saison 2010. 2011, c'est l'été du lockout. C'est 9 mois où il s'entraîne comme un dingue, il s'entraîne tous les jours, il s'entraîne 3 fois par jour, il arrive au premier entraînement de la saison, il est super bon, au milieu de l'entraînement on vient le chercher, il est coupé. Hein? Il est super bon dans le premier entraînement, et au milieu de l'entraînement, on vient le chercher, on lui annonce qu'il est coupé. Oh c'est terrible. Il vient de passer 9 mois à s'entraîner tous les jours, 3 fois par jour. Oh, je vous laisse imaginer le poids que ça pèse mentalement pour un mec qui vient de tout se donner, pour un mec qui est non drafté, qui s'est battu, etc. Il part donc signer avec... Knicks. Et non, c'est Houston. Il part signer avec Houston, sauf que ça va toujours pas mieux, parce qu'à Houston, il le signe, mais il y a déjà 5 meneurs. Est-ce que tu peux m'en citer 3 sur le poste? Houston 2010-2011. Oh. Il y en a 2 que t'as forcément, et il y en a un que je peux te donner. Il y a 5 meneurs, mais je vais t'en demander que 3, parce que les 2 autres, j'ai pas trouvé les noms. Oh, j'en ai aucune idée. Il y en a un qui deviendra une champion avec les Raptors également. Laurie? Oui, il y a Laurie à l'époque. C'est vrai qu'il était à Houston avant. Et alors il y en a un qui va faire une bonne partie de sa carrière aux Suns, qui va passer par le Heat, qui est un Européen. Goran Dragic? Goran Dragic, exactement. Putain. Et le troisième que tu n'aurais peut-être pas eu, c'est Flynn.
Le mec qui est drafté Le mec avant qui est drafté Curry. devant Curry. Le mec qui est drafté avant Curry, ouais. Oh, putain, ah ouais, ah les... Donc voilà 3 la des bête. 5 meneurs qu'il y a. Houston dit qu'ils veulent vraiment le garder. Le problème, c'est qu'ils ont déjà 15 joueurs sous contrat. Donc il faut... Houston, quoi. Exactement. Il faut transférer quelqu'un, sinon ils vont être obligés de le couper à la fin du camp d'entraînement. Mm. Ils n'arrivent pas à trader quelqu'un. Il est de nouveau coupé. Et là, il part signer avec les Knicks. Ok. Ça y est. Le destin, L'histoire de en Jeremy marche. Lin, un an an et demi, un an après être non drafté, avoir Il est commencé à transféré Golden State. contre qui Il n'est pas transféré, il est coupé, il va re-signer avec les Knicks. C'est les Ah, Knicks qui... excuse-moi, je t'ai pas écouté. Y a pas de souci. Ça. C'est les Knicks qui viennent le chercher parce Ok. que Imam Shumpert à l'époque vient de se faire les croisés. Ok. 48 heures plus tôt, genre avant la signature de Lin, vraiment il se fait les croisés. Ok, Les Knicks du coup cherchent un nouveau guard / meneur. ok. Ils connaissent bien son jeu parce qu'ils ont fait des entraînements pré-draft avec lui. Et que lors de ces passages qu'il faisait en D-League avec l'équipe de D-League des Warriors à l'époque, parce qu'à l'époque c'était la D-League, Ouais, ça va. ils aiment bien son jeu, ils apprécient son jeu. Du coup, ils le signent. Au début de la saison, il y a très peu de temps de jeu pour Lin, il y a beaucoup de matchs où il joue pas. Et il y a beaucoup de matchs et d'allers-retours en D-League. C'est notamment là-bas qu'il va réaliser un triple-double. Triple-double. Un triple-double en En D-League. D-League. En D-League, il va réaliser un triple-double. Fort. Et Fort. les Knicks, du coup, vont le rappeler. Mm. Parce que la saison du lockout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle démarre à Noël. D'ailleurs, c'est ça que j'ai pas dit, mais Houston le coupe le jour de Noël. Beau joyeux Noël. On revient. Houston. Oui, Houston finalement. Putain. On revient donc sur nos Knicks. Donc, cette saison démarre le jour de Noël. Lin fait des allers-retours, etc. avec la G-League. Et en fait, à l'époque, donc si je dis pas de bêtises, le 24... Non, pas le 24, du coup, le 14 février, c'est Saint-Valentin. la fin... C'est la Saint-Valentin. Mais c'est surtout le moment où soit les contrats sont prolongés pour la fin de saison, Ah oui, soit c'est- les joueurs sont définitivement Oui. coupés dans les effectifs. Oui, c'est les derniers jours de prolongation. C'est ça. Donc Lin qui vient de faire un triple-double est rappelé par les Knicks, ils veulent pouvoir le tester. On est comment dans un contexte où en fait ce triple-double il permet à Lin de cliquer mentalement et de se dire putain, dans le jeu de D'Antoni où il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de pick and roll, je peux trouver ma place. Hmm. Et en plus, à ce moment-là, on est sur des Knicks qui sont pas dans un bon état. Ah bah les Knicks de D'Antoni, c'est vraiment... C'est Bah déjà, les Knicks depuis Ewing, c'est pas souvent fun. Là, c'était vraiment pas fun. Alors, quoi. on est sur cette petite période où ça va pas, mais au moins ça fait les playoffs. Et après, c'est vraiment la merde. Ouais, c'est-à-dire que là, il y avait les die-hard, personne n'y croyait, mais les die-hard fans des Knicks, c'était là, eh, on peut le faire. On va Attends. pas se mentir, cette équipe, c'est sa première vraie saison complète, mais c'est la saison du lockout où il y a Melo. Mm. Le 5 majeur, est-ce que tu peux me le donner? Melo, Oui. Stud, Oui. est-ce qu'il y aurait pas un petit Raymond Felton? Non. Il n'y a pas Raymond Felton. Il est déjà là, Gérard? Gérard est pas là encore. Ok. Tyson Chandler? Tyson Chandler, 3. Putain, la raquette, Stud Chandler. Ouais. Et alors, il me faut les deux guards. Et les deux guards, c'est qui? Il y en a un que t'auras Sean pas, Coach. c'est Landry Fields. Je te le donne. Landry Fields. Ah ouais, je connais ce nom, j'aurais été incapable de le ressortir. Et l'autre, Bah, Shumpert est blessé du coup. Shumpert est blessé. Y'a pas Gérard. Sessions? Ramon Sessions? Non. Je vais te le donner et je vais savoir. Baron Davis. Alors, il y a Baron Davis, mais c'est pas le titulaire. À l'époque, le titulaire, c'est Mike Bibby. Parce Oh, qu'à l'époque, les Mike Knicks ont une Bibby, rotation à la main oui. composée de Bibby, de Baron Davis, qui est blessé au moment où les Knicks rappellent. Ah, il a son genou en c'est vrac, ça, là. au moment où les Knicks rappellent comment Lin de D-League. Et il y a aussi un autre mec qui s'appelle Tony Douglas. Voilà, je ne sais pas qui est ce mec. Tony Douglas. Ça, en fait, ça me dit quelque chose, sans me dire quelque chose, mais je sais pas Bah, pourquoi c'est- ce mec je le vois avec le maillot des Bulls. Troy Douglas, ça me parle. Ah, peut-être pour ça, effectivement. Bref, il y a une rotation sur les meneurs qui est pas incroyablement folle. Parce que La là, ça tombe dynamique, pas rond, hein. c'est ça. La dynamique des Knicks, elle est clairement pas bonne. Ça marchait bien l'année d'avant, surtout avant que Melo arrive. Pour le coup, les Knicks de D'Antoni pré-Melo marchent vraiment bien, avaient un vraiment bon bilan. Mais là, ça marche pas, ça arrive pas à enchaîner. Alors que pourtant, Melo il est dans son prime. Chandler, c'est la saison où il va être élu Defensive Player of the Year. Ah oui, c'est vrai, putain, il a dit pas. Et le Stud n'a toujours pas rencontré de problème avec un extincteur. Oui, c'est vrai. Parce que c'est la même saison. C'est-à-dire que c'est pendant ces playoffs-là contre Miami que le Stud a un problème avec un extincteur. Ah, mais oui, putain, Stud j'avais qui tourne encore à complètement- 17 points et demi. J'avais encore oublié cette anecdote. Oui, c'est le Stud post-Knicks. Enfin, limite c'est c'est pas le Stud limite candidat MVP. Bah non, en fait, Non, c'est- ça, c'est faut- l'année pour d'avant, mettre dans le peut-être. contexte, c'est le Stud où, au moment de decision, quand LeBron va signer à Miami, c'est le Stud qui signe aux Knicks cet été-là.
Et beaucoup de fans d'Enix à l'époque rêvent d'une raquette Stoudemire LeBron. C'est pas dégueu. Mais du coup, il y aura que Stoudemire. Bref, c'est cata pour les Knicks. On est sur une... Non, excuse-moi, c'est cata pour les Knicks, j'ai envie de te dire, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Effectivement. Je suis désolé, hein, je sais que t'es fan des Knicks, mais... Laisse mon cœur tranquille, D'accord, d'accord. à un moment, faut dire les termes, quoi. Ça va mieux depuis 2 saisons, d'accord. Ouais, on verra où... On fait ce qu'on peut. Vous avez On y Julius croit. Randle, quoi. Non, on a Jalen Brunson et Josh Hart et Dante DiVincenzo. Et un mec- C'est pas la question. Et un manchot d'une main, enfin, ouais. J'aime bien RJ, mais t'as qu'une main, quoi. Et c'est vrai. Bref, des Knicks qui sont encore plus cata que d'habitude à l'époque sont sur le dernier match d'une série de 3 back-to-back. Pendant le caout, ça va arriver, toutes les équipes vont l'avoir, genre c'est vraiment... Ah oui, Ils vont jouer 6 fois en 6 jours. 6 fois en 6 jours. Oh. Je sais pas si on se rend compte de ce que ça représente avec les déplacements la et tout. Dinguerie. Et donc, le nombre de blessures qu'il y a dû avoir. Eh ben justement, le dernier match de cette série de 3 back-to-back, c'est un match contre les Nets. Oh bah tiens, Un match contre les Nets. New Jersey encore à l'époque. Et oui, c'est encore les New Jersey Nets. Et surtout, les deux sont en 8-15. C'est-à-dire que les deux ont un bilan de merde et le même bilan de merde. Les Knicks sont encore un peu plus dans la merde. Parce que les Knicks, ils ont perdu 11 de leurs 13 derniers matchs. Ils ont très bien commencé la saison, les Knicks. Et La ils se sont streak. effondrés. La streak. 11 sur Ah ouais, 13. la streak est très très compliquée. Ah, elle est violente, hein. Bref, on arrive dans ce contexte, match face aux Nets. Mais on va revenir un tout petit peu avant, la veille, l'entraînement de la veille. D'Antoni, lui, à l'époque, il voit pas et il croit pas au potentiel de Lin. À vrai dire, il confie même qu'il a du mal à se souvenir de son prénom des fois. Ce qui est vraiment terrible, hein. Ah ouais, Je mais sais pas, voilà. pour si vous vous rendez compte que votre coach ne C'est connaisse pas violent. votre prénom, c'est très terrible. Violent. Mais on est 10 jours avant la fin des extensions, donc il faut quand même tester les mecs que t'as signés pour savoir qui tu gardes pas. Et là, il y a un mec très intelligent de l'époque, qui est son assistant coach, qui est Kenny Atkinson, Ah bah. qui lui voit quelque chose en ligne et lui dit il faut que tu le testes au prochain match, au moins une dernière fois, parce que je suis persuadé que ce gamin a quelque chose. Mm. Match contre les Nets. Les Knicks, ils sont pas bons. Et du coup, D'Antoni se dit ah vas-y Lin, rentre sur le terrain, on est au milieu du premier quart, on est déjà mené de 12 points contre une équipe qui est sur le papier aussi nulle que nous. Attends, les Nets de cette époque, c'est pas l'équipe genre de Chris C'est Humphries, les- de jeune Brook Lopez. Il y a déjà Deron Williams, Ouais. il y a jeune Brook Lopez, il me semble, ouais. Et il y a qui d'autre aux Nets? Ah, je crois qu'il y a peut-être Chris Humphries, ouais, c'est possible. Mais en tout cas, je sais que c'est déjà les Nets de Deron Williams. C'est pas une équipe qui fait rêver, quoi. C'est ça. Et du coup, bah, les Knicks sont cata dans le premier quart-temps contre des Knicks qui sont tout aussi cata. Lin rentre, D'Antoni te dira non, il a eu de la chance qu'on soit aussi mauvais. Tu dois avoir de la chance dans cette ligue, et lui, il en a eu pas mal. Et là, c'est le début de la Linsanity. Je vais en parler après de ce qui s'est passé psychologiquement, de comment Lin l'a vécu, mais là, juste, on va parler un peu de la Linsanity en chiffres, parce que c'en est son début. Premier match contre les Nets. 25 points, 7 passes. Match suivant, 8 pertes de balles, non? on en parlera après. Ok. 25 points, No 7 spoiler. passes. Match contre Utah, le suivant. 28 points, 8 passes. Arrive un match contre un top meneur, John Wall. On Oh. connaît bien John Wall, Ah bah, on connaît. top meneur. Jean Mur. On se dit que ça va être compliqué. Oui. 23 points, 10 passes. 3 sur 3 pour les Knicks. 3 sur 3. C'est n'importe quoi, putain. Les 3 premiers matchs, vraiment, ils sont stratosphériques. Mais c'est pas encore l'apogée. Puis double sur John Wall qui était quand même un défenseur sérieux, quoi. C'est ça. Contre un gars qui Double-double. sort de nulle part. Exactement. Vraiment, quoi. Putain. Petite stat sur ces 3 premiers matchs. Lin, il met 79 points. C'est le record sur les 3 premiers matchs de titularisation de 3 premiers matchs de titularisation de quelqu'un depuis la fusion entre la ABA et la NBA. Personne n'a jamais mis plus de 79 points ces 3 premiers matchs. Pas Luka Doncic, pas LeBron James, même pas Magic Johnson ou Larry Bird. Non, Jérémy Lin, mon gars Joe. Ah, C'est lui. Cette stat. Cette stat est putain. fantastique. Allez, on croise le doigt pour Victor. Mais on n'est pas sur l'apogée. L'apogée de Lin, c'est contre les Lakers de Kobe. Je sais pas si ça va parler à des gens, mais vous avez cette interview de Kobe dans le vestiaire où le reporter lui demande est-ce que tu suis la Linsanity? Et où il répond Jeremy Who, parce qu'il ne sait pas qui c'est. Résultat des comptes 38 points de Lin, 7 passes décisives, 56% au tir, 6 pertes de balles. Oh, ça va. Ouais, 6 pertes de balles. Ça va. Il les fusille, il y a des actions magnifiques, il y a un spill move dans la raquette, je crois que c'est sur Derek Fisher.
Il met un 3 sur un sidestep dans le corner sur Pau Gasol, il remet un 3 à la fin. Puis les Lakers de cette année. Les Lakers sont bons encore. Les Lakers sont encore corrects, il me semble. C'est non 2011. Ah non, les Lakers sont double champions en titre là. Non, parce que c'est l'année d'avant, c'est les Mavs qui sont champions. C'est la saison. les Lakers, 2012, c'est ça. C'est pas la première saison des Lakers de Nash. Mais c'est la saison avant les Lakers de Nash, Dwight Howard, etc. C'est ce span de 2 ans où les Lakers sont bons, l'objectif n'a pas trop bougé depuis le back-to-back. Ok. Oui, donc c'est encore sérieux. Oui, c'est encore très sérieux. Kobe est encore très très bon. Ron Artest. Il me semble qu'en face, si je dis pas de bêtises, je crois que Kobe en face met genre 26 ou 28 points. Oui, t'es pas genre en forme. Kobe est encore sérieux. Oui, il était pas en forme. Non, 26-28 c'est petit pour Kobe. Ouais, donc ça c'est l'apogée. Et là on est sur un span de 8 matchs où va y avoir du record, où va y avoir du buzzer. Je pense au buzzer que vous avez tous vu contre les Toronto Raptors. Il est incroyable. Ce buzzer est magnifique. C'est fou parce qu'il y a Melo sur le terrain à ce moment-là, non parce que, alors j'ai oublié de le dire, mais il faut savoir que en fait, dans le span de la Linsanity, d'un point de vue purement jeu, pourquoi est-ce que Jeremy Lin, en fait, qui ne starte pas le premier match mais qui va starter à partir du deuxième, va autant avoir le ballon et va autant pouvoir s'exprimer, c'est que Melo se pète à la fin, au milieu du deuxième quart-temps contre les Nets. Je sais pas. Et non, pas ça du tout. Non, je dis n'importe quoi. Melo arrive à la mi-temps, dit à D'Antoni, il faut que tu fasses jouer Lin parce qu'il va nous aider. Et Melo se pète dans le troisième quart. Et c'est vraiment là où Lin, du coup, prend feu. Genre, je crois que Lin, il met 12 points en première mi-temps et il en met 13 en seconde quand Melo est pas là. Ouais. Et vraiment, en fait, ce span sans Melo permet à Jérémy d'avoir tous les ballons, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exploiter pleinement son potentiel. C'est vraiment ouf que, genre, une franchise comme les Knicks, quoi. Ouais. Genre, c'est pas c'est pas la franchise du bout du trou du cul du monde, quoi. Genre, c'est New York, quoi. Genre, une des franchises les plus populaires du monde. Ils aient filé les clés du camion à limite inconnu. À Jean Random numéro 40. Enfin, c'est ça, à un mec dont le coach ne connaissait même pas le prénom 48 heures avant. C'est une dinguerie, quoi. Bah, c'est dire la détresse dans laquelle étaient les Knicks. Que ce soit au poste de meneur ou tout court d'ailleurs. Ah ouais, putain, c'est clair, c'est que quand tu dois faire ça, c'est dans la merde, quoi. Ah bah oui, non, c'était clairement la merde. Bref, la Insanity, un span de 8 matchs, des records, des buzzers, une explosion de la planète basket et médiatique. Et voilà en chiffres ce que c'est. 9 matchs, 8 victoires consécutives. Lin tourne à 25 points, 9,2 passes décisives, 3,8 rebonds, 2,2 interceptions, 51% au tir, 33% à 3 points, 71% au lancer. C'est dégueulasse par contre le lancer. C'est nul à chier. Grâce à ça, titre de joueur de la semaine à l'Est. Logique. Il est sélectionné au Rising Star Challenge qui a lieu une semaine après tellement le phénomène est grand. On a un buzz, comme on le disait en introduction, qui se place aisément top 1, si ce n'est top 1, grand maximum top 5 des plus gros buzz de l'histoire de la NBA. On a des médias américains qui craquent leur slip, et notamment CNN. Enfin, alors non, on a d'abord ESPN qui craque son slip en se demandant si c'est pas le meilleur meneur de la ligue. Et alors là, il y a CNN. Laisse-moi deviner, c'est Stephen Smith. Je sais pas qui a sorti cette quote. Mais surtout derrière, il y a CNN qui ne sait même plus craquer son slip. Qui va se poser la question de est-ce que ce mec ne peut pas finalement terminer le racisme ? Est-ce que ce mec ne peut pas éteindre le racisme ? C'est une vraie question qui a été posée en antenne en direct. Voilà, c'est vous dire à quel point c'est vraiment le Jérémy Lin... sauveur, quoi. Non mais c'est fou, j'ai encore des chiffres. Sur le span, c'est le mec qui a le plus de maillots vendus. Et genre, c'est Jérémy Lin aujourd'hui encore le recordman du nombre de maillots vendus sur une semaine. Alors, bien forcément rentrer en compte le fait qu'il soit à New York et qu'il soit américano-taïwanais, donc un petit peu chinois, etc. C'est une grosse communauté asiatique, donc ça joue. Il y a beaucoup plus de gens qui vont... S'il avait signé à Utah... C'est ça, la hype aurait peut-être été moins grande. Il va faire augmenter l'action du Madison Square Garden. Tu m'avais dit ça. Et oui, le Madison Square Garden, parce que je vois, le Madison Square Garden est propriétaire des Knicks. Genre James Dolan est propriétaire du Madison Square Garden qui est propriétaire des Knicks. Il fait passer l'action de $29 à $31, soit sur 8 jours, une augmentation de $140 millions sur la valeur totale de la franchise des Knicks. C'est ce qui est super sympa, hein. À 10 jours après son explosion, on considère qu'il est la 6ème marque mondiale chez les athlètes. Alors que le mec n'a pas de marque, hein. Genre, c'est juste, il a l'image de marque. Le nom la 6ème, c'est ça, et la 6ème marque la plus puissante, à égalité avec Kobe Bryant. Alors qu'on parle d'un type qui dort sur le canapé de son beau-frère et qui prend des taxis pour venir au match. Et le mec est la 6ème marque la plus importante au monde. C'est fou, et c'est tellement fou jusqu'au bout que c'est même fou dans ce qui est moins bien. Je te l'ai spoilé un peu tout à l'heure. Jérémy Lin a un autre record.
il a le record du nombre de balles perdues depuis qu'on les comptabilise, avec 45 balles perdues en 7 matchs. Depuis qu'on les comptabilise. Ah ouais, c'est d'une violence. 45 balles perdues en 7 matchs, donc ça fait, je suis très mauvais en calcul mental, ça fait en gros du 6,5 balles perdues de moyenne par match. Je suis quand même assez énervé pour un meneur, on va pas se mentir. 6,43. Voilà, j'étais quasiment J'aime bon. l'importance. C'est très bien. Mais voilà à quel point c'est fou, Jérémy Lin. Voilà pourquoi le basket, pourquoi le monde entier, pourquoi New York, pourquoi les États-Unis sont pris d'un raz-de-marée par ce mec. Parce qu'il y a trop de facteurs. C'est vraiment un truc... C'était dingue. Est-ce qu'on reverra un truc comme ça? Je pense qu'on ne reverra jamais un truc comme ça. C'était... Parce que, en fait, je vais un peu spoiler ce que j'allais dire, ce dont je vais parler après, mais il y a vraiment 2 facteurs qui rentrent en jeu pour l'explosion de la Linsanity. C'est le fait que ça se passe à New York, et je vous parlerai pourquoi après, plus tard, de pourquoi est-ce que New York est à part pour ça, et le fait qu'il soit asiatique. C'est clair. Parce que le fait qu'il soit asiatique, c'est une communauté qui est c'est une communauté qui est nombreuse aux États-Unis, même si c'est une minorité, mais c'est une communauté, l'Asie c'est le continent le plus peuplé du monde. Et en fait, bien comprendre qu'à l'époque, les Asiatiques ont pas un dégoût, mais un désintéressement de la NBA post-Yao. Forcément. Parce que forcément, t'as perdu ton premier représentant. Et c'est Lin, pas Wang Zizi. c'est ça. Et Lin, il ravive la flamme. C'est clair. Surtout que Yao, c'est 2m30. C'est dur de s'identifier à Yao. Lin, c'est 1m92, c'est un garçon un peu frêle. Il est athlétique, hein, c'est un athlète, Jérémy. Il a mis 2-3 beaux tomards pendant la Bien sûr, mais il est quand même beaucoup plus accessible en termes de physique. Il est beaucoup plus proche du commun des mortels que Yao, quoi. Bien évidemment, donc c'est pour ça que c'est aussi exceptionnel. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé dans la tête de ce mec pendant cette Insanity. Comment ce mec a pris feu? Parce que comme on dit, genre, il y a tout le buzz médiatique, etc. Les stats, elles sont là. Il y a 8 victoires d'affilée en 9 matchs avec une équipe des Knicks de merde qui est catastrophique. Ils sont nuls à chier. Genre, c'est ça, les Knicks sont nuls. Grâce à lui, pour la fin de la série, les Knicks sont à 50%. Genre, les Knicks sont revenus en playoff grâce à Jérémy Lin. C'est ça qui est fou. Quand t'emmènes New York en playoff, quand tu pars de rien comme ça, c'est... Ah non, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que je voulais savoir ce qui s'est passé avec Jérémy Lin. Et quand je vous ai présenté un peu qui c'était tout à l'heure, j'ai volontairement omis certaines choses. Et on va parler un peu, je vais tenter de dresser, je fais des guillemets, mais un profil psychologique de qui c'est. Parce que t'es pas psychologue. Je suis pas psychologue, tu mais... fabriques des pizzas. Ouais, exactement. Tiens, foutre. Ah, mais y a pas de jugement de valeur. C'est ça. Un fact, quoi. Genre. Exactement. Mais du coup, on va essayer quand même un peu de cerner qui est Jérémy Lin psychologiquement. Je précise, je me base essentiellement sur l'interview de Jérémy Lin dans le podcast All the Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson. Allez le regarder, c'est fantastique. Et je me base dessus parce qu'honnêtement, il a l'air vraiment honnête et que je te l'ai dit, et je vais le dire aussi, je me suis attaché à ce mec. Oui, je me suis vraiment attaché à Jérémy Lin. Avant, j'en avais rien à foutre. C'est vrai, maintenant, je suis attaché à Jérémy Lin. C'est une histoire qui est... Forcément, tu sais, ça, déjà, ça force le respect, et c'est un truc qui... Forcément, tu t'attaches au gars, le gars a l'air d'être un mec simple, qui vient d'un peu de nulle part, où c'est vachement facile de s'identifier à lui. Genre, c'est ça. Il a pas l'air d'être... Il est pas beaucoup plus grand que moi, tu vois, genre, il y a 5 cm, quoi, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de s'identifier à lui qu'à LeBron James, par exemple. Bien évidemment. Voilà, quoi, ça, je sais pas. Et donc, on va essayer un peu de voir qui est Jérémy, de comprendre pourquoi est-ce qu'il est attachant. Et T'es pas attachant. Oh, tais-toi. Oui. Et vous allez le voir, c'est quelqu'un qui a eu énormément de hauts et de bas tout au long de sa vie. Mais qui aujourd'hui, et je spoil un peu, mais qui aujourd'hui a fait tout le travail nécessaire pour s'équilibrer psychologiquement et psychiquement. Et juste avant de commencer tout ça, bravo. C'est fort. Parce que c'est très fort et c'est pas forcément simple à faire. Rentrons un peu dans le vif. Jérémy Lin, de base, c'est un humain qui a l'air assez anxieux et assez peu confiant de ce que lui dit et de comment il parle de lui. En high school, il rêve de NBA. C'est un gamin qui fait du basket, c'est un gamin américain qui fait les camps AU. Tu rêves de NBA, c'est ça, c'est la plupart des gamins rêvent de NBA. Mais lui, il est pas super confiant sur sa capacité d'y aller parce que il se dit que physiquement et athlétiquement, il est peut-être un peu trop léger et que ce soit pour aller dans la grande ligue ou même passer pro,
ça sera peut-être short. Et en plus de ça, comme je le disais tout à l'heure, à la fin de son high school, il prend énormément de refus. Ça aide pas, ça, au contraire. C'est sûr que ça fragilise encore plus le peu de confiance bien qu'il sûr. peut avoir. Et puis ça encourage et ça renforce ce côté de il peut pas le faire, il va pas être assez bon, il va pas être truc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui en rêve, mais qui n'y croit pas réellement en sortie de high school. Ouais, puis il s'est pris un nombre de portes dans la gueule, tu m'étonnes qu'au bout d'un moment... C'est ça. Par contre, il ait plus la confiance, quoi. Malgré toutes les portes qui se ferment, il y a une grosse qualité, c'est que c'est quelqu'un de persévérant et que c'est un putain de bosseur. Lui l'attribue directement à son éducation et sa culture asiatique, ce que je peux vraiment comprendre. Oui. Mais ça va lui servir. Il arrive à aller à Harvard en D1. Et parce qu'il bosse, parce que c'est un mec qui est persévérant, ça fonctionne pour lui. Ça fonctionne, je l'ai dit tout à l'heure, ça devient une micro-star. Sauf que là, on observe aussi l'une des premières stars de Lin. Il est peu confiant en lui. Et est-ce que, moi je pense, de ce que j'ai lu, que ça peut être lié à un syndrome de l'imposteur, mais Lin, que ce soit quand il était à Palo Alto ou à Harvard, c'est le clair meilleur joueur de son équipe dans les deux cas, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas du costume de star. Et pour ceux qui suivent un petit peu le high school et l'université, beaucoup de gamins espèrent être une star. Genre beaucoup de gamins veulent cette place de go-to-guy parce que t'as tous les avantages, etc. C'est souvent quelque chose qui est envié. Et mais lui, c'est les stars qui t'influencent, tu vois. C'est ça, c'est les stars qui influencent, c'est les stars qui ont le ballon. Voilà, personne... le Tadeusz Young n'est le joueur préféré d'aucun lycéen. C'est ça. Alors que Tadeusz Young est un excellent joueur de NBA. Tadeusz Young a fait une carrière de 15 piges en NBA. Ah, mais bien sûr, t'as énormément d'exemples que être un role player, c'est Sean Battier. Voilà, oui. C'est un exemple incroyable, Sean Battier. C'est pas ce genre de mec qui va faire rêver les gamins. Ce qui va faire rêver les gamins, c'est les LeBron, c'est les Kobe, c'est les stars, c'est les go-to-guys, c'est les gars, donnez-moi la balle, écartez-vous, tu vois. Exactement. Et lui a l'occasion d'être ça. Mais lui, il le refuse, ne le veut pas. Comme il le dit, il en parle, il dit qu'il se sent pas légitime et qu'il est pas confiant vis-à-vis de ça. Qu'il est toujours pas confiant de sa capacité à jouer pro ou à jouer en NBA. Et c'est là qu'intervient l'assistant coach de Harvard à l'époque, qui est un certain Kane Blakeney. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Alors Blakeney, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est un ancien McDo All-American, et c'est l'un des coéquipiers de Grant Hill à Duke. C'est un mec qui aura une carrière NBA derrière en tant que role player. Ok. Mais bref, ce mec lui dit que Lin, il a clairement ce qu'il faut. Enfin, il lui dit, t'as clairement ce qu'il faut pour aller jouer en NBA, tu peux le faire. Et là, maintenant qu'il a une validation, maintenant que quelqu'un lui a dit qu'il pouvait l'être, ça y est, il y croit, il commence à y croire. Et ça le porte jusqu'au camp d'entraînement. Il est peut-être pas drafté, mais jusqu'au camp d'entraînement, il est peut-être blessé, mais il y croit, comme je disais tout à l'heure, il est déclaré apte juste avant, juste à la veille. Il est porté par cette confiance. Et je pense que c'est ce qui en partie explique la réussite lors du 4e quart contre John Wall, où il tient la marée, où il décroche son contrat. C'est que, comme désormais il est confiant, comme il peut y croire, et comme il n'y a plus cette pression de ne pas pouvoir le faire, etc., il va laisser parler une de ses premières qualités. C'est cette capacité à rentrer dans la zone, ou ce que certains appellent le flow. Mais cet état de pleine conscience et de pleine concentration, où tout devient naturel, et où vous êtes le meilleur de vous-même, tout ralenti, etc. Je vais approfondir dessus après, mais c'est l'état rêvé pour tous les sportifs. Et en vrai, même quand tu travailles, c'est un état que tu essayes d'avoir. C'est un état vraiment... Une espèce de transe. C'est une espèce de transe. C'est le pinacle de l'état mental qui te rend compétent. Ouais, c'est ce que finalement. C'est T-Mac en parlant de 13 points en je sais plus combien de secondes là qu'il met contre les Spurs. Ouais, il dit ouais putain, j'avais l'impression que je pouvais passer à travers les joueurs, que je pouvais tirer de n'importe où, ça allait rentrer. C'est une espèce de transe un peu où Curry quand dans le match contre le Thunder en 2016. Ah, ouais. Curry est dans la zone pour coller un tir comme il le colle, c'est que tu es dans la zone clairement. Vu en direct, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Exceptionnel. Incroyable. Bref. Mais on le sait. Jeremy Lin, il y a beaucoup d'embûches. Et même si là il est confiant, si vous chassez le naturel sans réellement le travailler et le faire évoluer, il finit par revenir au galop. Oui. Et ça se sent dans sa première saison avec Golden State, il retombe dans ses travers. Plutôt que d'assumer qui il est, ce qui lui a permis de performer en Summer League et d'être signé par Golden State, il cherche en fait à fitter, à rentrer genre dans l'équipe à tout prix, quitte à se dénaturer. Ce qui est clairement pas bon pour un joueur NBA. Genre un joueur NBA,
doit être lui-même et c'est le coaching staff qui doit apprendre à s'en servir, c'est pas l'inverse. Il y a de très rares joueurs qui sont capables de le faire, mais c'est en fait des gens qui sont par nature. Tu ne peux pas, si tu es un go-to guy, c'est si tu as toujours été un go-to guy avec ta mentalité, ce qui te fait performer c'est d'être un go-to guy, c'est très très dur pour toi de devenir un role player. C'est pour ça qu'on voit énormément aussi de jeunes joueurs qui sont très bons en université ne jamais réussir à passer le cut en pro parce que en fait ils sont pas capables d'être autre chose qu'un go-to guy et c'est pas grave. Par ailleurs, va en Europe, va faire autre chose là où on va te la donner parce qu'au moins tu vas pouvoir t'amuser et prendre du plaisir. Et du coup c'est tout ça qui va faire que Lynn va galérer genre dans cette première saison. Ça va être décevant. Genre dans le podcast il en parle et je vais vous citer ces mots: la pression et l'anxiété l'ont tué, il savait pas comment gérer ça et ça l'a tué, genre il s'est mis de la pression. Tu passes un tout autre monde d'un seul coup, tu vois, parce que certes t'es à Harvard, mais je t'avoue que l'université d'Harvard est plus connue pour d'autres choses que pour le basket. Ouais, bien sûr. Alors même s'il était en D1, genre ça devait être quand même vachement anonyme, tu vois. Et là il explique, il y a une anecdote où il explique quand il est à Harvard qu'un jour il va voir un de ses profs et qui lui dit: je pourrais pas être au cours samedi. Et le prof lui dit: mais pourquoi? Il dit: parce que j'ai basket. Et le prof dit: non mais c'est pas grave, tu dis que tu peux pas et tu viens au cours. Ah ouais, même les profs ne savent pas qu'il y a une Non, c'est vraiment genre, c'est ça qu'il faut comprendre. Genre, ouais, et puis après t'arrives dans la NBA, tu vois, enfin... le strass, les paillettes, ouais, les voilà, en plus, t'arrives aux Warriors, c'est l'équipe dont t'es fan. Voilà, et puis c'est San Francisco, genre c'est pas un petit marché, quoi. Non. Comme je disais, c'est pas Utah, quoi. Genre... Clairement grosse pas. Communauté asiatique, en plus, enfin... C'est ça. Ouais, tu m'étonnes que ça ait changé énormément de choses pour lui, quoi. Qu'il ait eu du mal à s'adapter à cette nouvelle vie, quoi. Ouais, et que du coup, ça explique en partie ce qui est décevant. C'est clair. Mais comme c'est un garçon intelligent, il va apprendre de ses erreurs, il va tirer sa première leçon. Tu dois être surconfiant et tu dois être qui tu es. C'est ce qui l'amène, c'est cette mentalité qui le porte à l'été du lockout, où même si le parcours est compliqué, même si son mental est mis à épreuve, notamment parce qu'il va être cut par Golden State au milieu du premier entraînement, comme je disais, signé par les Rockets pour finalement être cut et pour enfin être signé avec les Knicks. Bah il s'entraîne, il continue, il lâche rien parce que je disais tout à l'heure, c'est un bosseur, etc. Et quand il arrive aux Knicks, malgré le fait que ce soit un bosseur, mentalement il est rincé. Il le dit lui-même, il en parle. S'il est cut de nouveau avec les Knicks, c'en est fini de son rêve. C'en est fini du basket, c'en est fini de vouloir être pro. Il en peut plus du roller coaster d'émotions, d'anxiété, il en peut plus d'être du jour au lendemain, d'être dans des états différents et tout. C'est une putain de machine à laver la NBA quand t'es un joueur undrafted comme ça. Hein. Ah bah oui, c'est super dur à subir. Parce que t'imagines, genre en un an il a dû bouger de... Il a genre fait Golden Harvard, State, donc ouais. Boston, Golden State, donc je traverse les États-Unis. Ensuite je vais à Houston et je vais à New York. C'est ça. Je peux comprendre que ils se disent c'est bon. Ah ouais, t'es loin de ta famille alors que tu fais tous les sacrifices qu'il peut, c'est très 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 lourd. Et le début de saison, tu sens qu'il est dans cet état où il porte encore les marques de ces roller coasters d'émotions, de cette fake cut, etc. parce que c'est pas simple. Et que même si ça clique au moment du triple-double en D-League, son contrat il est toujours pas garanti. Son rêve il va de plus en plus vers la fin. Et c'est comme ça qu'il arrive dans le match contre les Nets. Genre il est à la fin de son rêve, son agent lui dit là il y a 10 jours, c'est tes dernières chances. Alors prends du plaisir, laisse tout, parce que ce sera certainement fini dans 10 jours. Ouais, du coup ça lui a permis de jouer libéré, j'imagine. C'est ça, c'est qu'on à ce moment-là, c'est la suite de mon truc, c'est de dire est-ce que c'est l'énergie du désespoir qu'a porté Lynn pendant la Insanity ? Je ne pense pas. Moi je pense que c'est la qualité qu'on avait vue lors du 4e quart de Summer League contre John Wall. C'est cette capacité à être dans la zone, à être dans le flow. Et on va en parler, je vais vous expliquer là exactement ce que c'est que la zone. Et pourquoi je pense qu'il est rentré dedans, parce que pour moi c'en est un exemple. Alors, la zone ou le flow, ça dépend comment vous voulez l'appeler, mais ça décrit la même chose. Ça a été théorisé par un psychologue hongrois, dont je vais écorcher le nom et j'en suis désolé, qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Merci. Et pour lui, quand un sportif est dans la zone, il doit réunir ces 8 conditions. En premier, l'objectif doit être clair. Check. Il faut qu'il sauve son contrat. Il faut qu'il continue à vivre son rêve. Il doit y avoir un équilibre entre le challenge et les compétences. Check. Le challenge, il est immense.
Mais si Jeremy Lin est en NBA, il faut bien comprendre que son talent, il est tout aussi immense. Ouais. Ne croyez pas que les joueurs de rotation de NBA, etc., n'ont pas de talent. Là, Si tu vois, vous êtes en NBA, vous avez un talent on est surcoté. On est en plein été, on a tous vu les vidéos de gens random qui, en bout de banc de C'est NBA, ça. foudroyer des monsieur tout le monde. Hein. Bah oui. C'est Que impressionnant. l'exemple de Brian Scalabrine qui dit qu'il est plus proche de LeBron que vous ne serez jamais proche de lui. Et Il c'est a c'est totalement extrêmement raison. vrai. Donc la deuxième compétence, c'est check. Troisième compétence, être capable d'une grande concentration. Check. C'est un gamin éduqué à l'asiatique. C'est un gamin qui a grandi dans la forte pression et l'exigence. Ouais. Il sait mentalement être concentré. Quatrième chose, il faut transformer sa perception du temps. Il faut être capable de le ralentir. Check. Ouais. Toutes les personnes qui ont joué au basket en compétition savent que quand t'es bon, quand t'es confiant dans ton jeu, le jeu est ralenti. Oui. Et que au contraire, quand t'es pas dedans, le jeu il va à 200 à l'heure Oui, et t'es t'as incapable de raison. faire la moindre lecture. Ouais. Check. Cinquième, avoir une satisfaction dans l'activité. Check, c'est un passionné, c'est Voilà. un pro, le basket c'est littéralement toute sa vie. Dire, il a une satisfaction, c'est indéniable. Sixième, être capable d'une relâche mentale. T'en parlais, il a Ouais, plus rien à perdre, c'est ouais, ce qui c'est lui ça. permet de ça. Genre, il le dit lui-même, il est incapable de savoir exactement ce qui s'est passé pendant la Linsality. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il fonctionnait à l'instinct et à la mémoire musculaire. Et c'est les signes d'une relâche mentale. Bah ouais. Septième, vas-y. Ouais, je vais dire juste un truc de ouf, genre juste tout ça d'instinct quoi. Genre Ouais. c'est vraiment. Ouais, vas-y, nique sa mère. Mais c'est la J'ai pre- plus c'est la- rien à perdre. C'est ça. Le feeling. C'est la preuve du vas-y, talent on joue, immense quoi. des joueurs de C'est que- NBA. Hein. Voilà, c'est que ce gars est une machine quoi. Bien sûr. Septième point, le contrôle de soi. Check, c'est un garçon qui est connu pour avoir un tempérament calme. C'est assez cliché, mais bah, c'est un homme, Certes. et c'est un homme asiatique. Parfois les clichés sont vrais. C'est ça. C'est con à dire, Genre, mais- c'est quand même des choses qui sont réputées dans l'éducation asiatique. Genre, Mm. ils font la promotion de ce genre de qualité, Oui, les du asiatiques. Contrôle de soi. C'est ça. Contrôle de ses émotions. Voilà. Et enfin, un feedback immédiat, et check. Les Knicks gagnent 7 victoires de suite. Son contrat, il est prolongé. Le feedback, il est immédiat. Le feedback, il l'a dans la vie de tous les jours. Oui, C'est pour ça que je suis persuadé que ce qui est arrivé à Lynn pendant ces 15 jours de février, c'est le phénomène du flow et de la zone étendue. Mm. Parce que pour moi, il a une appétence naturelle à ça. Je veux dire, je le sens un peu comme ça quand il parle de son 4e quart. Et de toute manière, il faut bien comprendre que la plupart des joueurs de NBA rentrent dans la zone au cours des matchs, en sortent, etc. Genre, c'est pour ça que vous avez des fois des open down de joueurs, c'est pour ça que vous avez des joueurs qui restent des bonnes streaks, c'est que les joueurs rentrent dans la zone, la sortent et tout. Mais il y en a qui ont des appétences naturelles à ça, et je pense que c'est pour ça que Lynn peut passer 15 jours où, bah, est-ce que c'est pardon, est-ce que c'est le meilleur meneur de la ligue, etc. Genre, il a une appétence naturelle. Et ce qui va mettre fin à cette zone, c'est le stress extérieur qui va arriver avec Lynn. Parce qu'il était au sommet de la NBA et du basket mondial à ce moment-là. Il a le plus gros buzz médiatique à ce moment-là. Pour quelqu'un qui voulait pas être une star à la base. Pour quelqu'un qui tu veut pas être une m'étonnes star, qu'il ait craqué au bout d'un moment. Hein. c'est ça, c'est très dur. Et donc on va arriver à la chute de Jeremy Lin. Et pareil, j'ai une explication psychologique et de psychologie du sport à pourquoi. Ça s'appelle le surmenage. Et dans le sport, il y a 3 types de surmenage. Vous avez le surmenage intentionnel, qui est s'entraîner avec une forte intensité tout en apportant au corps ce qu'il a besoin pour tenir. Le surmenage constant, où t'amplifies ton rythme d'entraînement sans que ton corps ait la possibilité de s'adapter ou de suivre de ce nouveau rythme, pardon. Et où là, souvent, les performances commencent à baisser, l'état de fatigue augmente et les risques de blessure avec. Et enfin, le surentraînement, c'est la phrase la plus grave de tous les surmenages. C'est-à-dire que là, vous êtes même plus capable de faire des tâches quotidiennes tellement le corps a atteint ses limites. Clairement, Lynn, et le rythme de la NBA le veut, il est dans un surmenage intentionnel avant et pendant la Linsanity. S'entraîner 3 fois par jour, tous les jours, pendant 9 mois, puis enchaîner avec le rythme NBA. Surtout Je pense que le rythme NBA post-lockout, ou comme C'est tu ça. disais tout à l'heure, il y a 6 matchs en 6 jours. Vous êtes, et en fait, c'est pour ça que pour moi c'est du surmenage intentionnel, parce que c'est ça. Et puis ils ont les équipes, le staff médical et les équipes sportives pour pouvoir le tenir. Sauf que le danger, il arrive quand la bascule entre surmenage intentionnel et surmenage constant, elle se fait pour Lynn. Et pour le coup, c'est pas une question d'entraînement qui va provoquer le surmenage constant. Pour moi, c'est une question de stress médiatique, de surmenage médiatique et d'une pression qui est si nouvelle pour lui, pour un gamin qui n'en veut pas, qui a du mal à être déjà confiant en lui, qui passe du statut d'inconnu à star international,
qui font que bah voilà, ça va passer. Je vais donner quelques anecdotes parce qu'il en parle du ressenti de la Linsanity dans sa vie de tous les jours. À l'époque, il dort sur le canapé de son beau-frère. Putain, Il y a des hôtels à partir du premier match qui appellent en disant venez, on lui prête des chambres, des suites à $10 000 la nuit. C'est l'œil dans toute China. C'est ça. C'est mais même dans toute la ville. C'est gratuit pour lui, il peut venir. Il explique qu'on va lui donner une BMW en échange de 30 minutes d'autographes et de photos. Lui donner. Pour un mec qui se déplaçait en taxi est plutôt vachement utile. Et il y a une autre anecdote où même manger avec ses coéquipiers ça devient compliqué. Je l'explique qu'il bouffe dans un resto avec Landry Fields et je sais plus qui est le deuxième mec. Et où en fait lui est dos à la rue. Et genre ça fait 5 minutes qu'ils sont installés. Et à un moment les gars disent de se retourner et il dit il y a genre 100 gamins et 50 journalistes qui sont déjà là à me prendre en photo et à essayer de rentrer dans le magasin. Et ça continue, genre son adresse elle fuite, il y a des gens qui viennent toquer à sa porte. Mais du coup c'est la porte de son beau-frère quoi. Ouais, qui viennent toquer à la porte de son beau-frère, genre ça a un impact sur lui et sur les autres gens. Tu m'étonnes qu'il craque quoi. Bien sûr, et puis c'est dans cette espèce de c'est ça, et puis il y a le côté New York, genre D'Antoni et Baron Davis ils en parlent. C'est plus de 150 journalistes à chaque entraînement. C'est-à-dire que D'Antoni parle du fait que les Knicks ont une salle de vidéo et une salle de soins. Les deux sont remplis de journalistes qui veulent parler uniquement à Jeremy Lin. D'Antoni parle d'une effervescence où il dit « J'ai jamais vu le Madison Square Garden et les journalistes comme ça. Genre c'est comme si on avait gagné un titre. C'est le seul moment où ça se repassera, tu vois. » Baron Davis explique que eux ne se changent plus dans les vestiaires parce qu'il y a trop de journalistes. Il y a littéralement plus de place pour les joueurs, c'est faux. C'est impressionnant. C'est une pression médiatique qui est colossale. Et ça va le sortir de sa zone, genre. Le dernier élément qui va le sortir de sa zone, qui va casser le flow, c'est qu'au moment des avant-matchs, c'est notamment là où les joueurs sont en pleine concentration, souvent il n'y a pas beaucoup de supporters, ça est relativement calme, tu rentres, tu fais tes routines, etc. Lui, les fans sont déjà présents et font du bruit comme si c'était le 4e quart-temps, depuis que la Insanity a commencé. Il y a des dizaines de journalistes qui viennent le voir pendant qu'il fait ses drills de pré-match pour le prendre en photo, lui poser des questions, alors qu'il est en plein échauffement. Normalement, on ne dérange pas un sportif en plein échauffement, on ne casse pas la concentration de quelqu'un, et lui, on vient lui casser sa concentration. C'est trop, c'est beaucoup trop pour lui. Chaque jour, chaque match, c'est beaucoup trop, ça fait 15 jours que ça dure et c'est déjà beaucoup trop pour lui. Ouais, c'est clair. C'est ça, il explique que mentalement, une journée pour lui, ça devient l'équivalent de 3 journées avant mentalement. Ouais, tu m'étonnes. Genre, le stress qu'il ressent, il n'en peut plus. Je change un peu de sujet, mais ça me fait penser, il y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Je suis le cycliste anonyme », où c'est un ancien cycliste pro qui parle du monde du cyclisme, et il disait, en fait, quand t'es cycliste, tu vieillis plus vite. Genre, tu fais 1 an, tu passes de ta vie, tu vieillis 2 ans, tu vois. Ah bon, genre, bien sûr. C'est carrément la même chose là, tu vois. Beaucoup de sportifs avec tu vis vraiment rapidement. Genre là, c'est vraiment plus ou moins le genre de même chose. Tu vis tellement de choses en une journée que vraiment, genre. T'en peux plus, tu sais pas. Tu vis plus vite, quoi. Genre, ouais, bien sûr. Et puis si t'es pas préparé à ça, si tu ne vis pas pour ça, entre guillemets, tu ne peux pas l'ingérer. Et Lin, c'est ce qu'il explique, genre, le pinacle de ça, le tréfonds de tout ça, c'est un match avant, c'est un avant-match contre les Bulls et le D-Rose qui est MVP, où il explique que la nuit précédente et la journée précédant le match, il ne peut ni dormir ni manger tellement il est stressé, il est anxieux. Genre, il n'est même plus capable. Faut bien se rendre compte que genre c'est pas normal d'atteindre des niveaux d'anxiété comme ça. Ouais, non, là c'est vraiment. Genre là, il en parle, tu vois, il est trop mignon dans le podcast parce qu'il dit ouais, j'ai pas réussi à garder le positif. Non, Jérémy, t'as pas réussi à garder le positif. Ça a été trop, genre. C'est que c'était trop pour toi, vraiment. C'est vraiment, ça t'a broyé, quoi. T'as fait un tour de machine à laver en essorage là à 20 000 tours minute. Enfin voilà quoi. C'est ça. Et à partir du moment où, comme il y a de la pression. Comme c'est un garçon qui a de base une mentalité où il veut fitter, il commence à vouloir devenir ce qu'on attend de lui. Et il casse le 7 ou 8e schéma du flow. Il n'y a plus de relâche mentale parce que là, il commence à trop réfléchir. Et ça y est, la Linsanity, elle est définitivement cassée à partir de ce moment-là. Il y a le match contre les Bulls. Pour ceux qui le savent, il y a le match contre les Heatles où il fait 8 points pour 8 pertes de balles. Bon ratio. Non, pas ouf comme ratio. On va pas se mentir. Et voilà, ça le fait tomber dans le surmenage constant. Et le surmenage constant avec le rythme de la NBA, c'est trop dur et c'est ce qui fait qu'il se blesse au ménisque.
C'est ça, une NBA post-lockout, et du coup, bah voilà, il va se blesser au ménisque le 24 mars 2012 contre les Pistons. C'est la fin définitive de la Linsanity. C'est vraiment un truc... Un mois, ça aura été un mois pendant mois. lesquels un individu sera allé au plus haut, honnêtement je pense, au plus haut de ce qu'un sportif peut atteindre en termes de confiance et de maîtrise de son jeu, de maîtrise mentale, etc. Et en même temps au plus bas. Ah ouais. Parce que ne pas dormir et ne pas manger pendant 24 heures qui précède un match, c'est très très bas. Genre et on parle d'un match de saison régulière, hein. Ouais, On parle pas d'un game set de finale c'est- NBA. genre. Imagine il aurait pas dormi pendant une semaine, hein, si c'est Oui, pas un game vraiment. 7 de finale. Hein. C'est terrible. Et toute cette pression, ça m'a fait me poser la question de pourquoi est-ce que les Knicks et New York, ils ont un effet à part sur les joueurs. On pourrait, je pense, élargir au gros marché américain, mais je maintiens pour moi que les Knicks et New York sont à part, Oui, bien sûr. notamment parce que New York, bah, c'est une ville à part. New York, C'est la plus grande ville américaine, c'est la ville la plus connue des USA et certainement la ville la plus connue au monde, je pense, de très très loin. C'est pas impossible. C'est pas un, pour moi c'est vraiment, c'est colossal New York. Genre, le monde entier a les yeux rivés sur New York. La valeur marchande de New York, elle est incroyable. Je veux dire, vous avez Wall Street, vous avez des grosses bourses qui sont à New York, vous avez des gros magazines, des gros trucs de journalistes, vous avez des grosses sociétés de production télé, des grosses sociétés de production musicale. C'est ça, genre vous avez les Forbes à son siège social à New York. Genre vous avez vraiment des... Tout le monde a les yeux rivés en permanence vers New York. Donc quand il se passe quelque chose à New York, le monde entier le sait en un quart de seconde finalement. En septembre. Bien Tout évidemment. le monde l'a su hyper vite, là, en septembre. Bah ouais, parce que c'est New York. Donc vous ajoutez à ça des Knicks qui jouent peut-être dans la salle la plus prestigieuse des États-Unis et peut-être au monde, le Madison Square Garden, parce qu'en dehors du basket, c'est vraiment connu. Mais dans le basket, c'est la Mecque du basket. Vraiment, ouais, Donc vous avez quand même pas rien, la salle des Knicks. Vous mettez ça au sein d'une ville où le basket il est ultra populaire, où les New-Yorkais sont l'une des rares communautés qui est vraiment méga fan de leur équipe NBA, quasiment plus que de leur équipe universitaire, ce qui est très rare dans les villes américaines, où on est d'abord fan d'une université, puis éventuellement fan d'une franchise sportive. Vous me saupoudrez tout ça d'une histoire d'amour entre New York et le basket qui remonte aux années 1920, avec l'émergence des premiers semi-pro basket sur les trucs new-yorkais. Putain, les Harlem Club Trotters, C'est ça. tout ça. Et cerise sur le gâteau, les playgrounds new-yorkais. Mais ouais. C'est mythique. Le basket est né là-bas. Le basket est le basket comme il est joué aujourd'hui, c'est ça, c'est né sur les playgrounds new-yorkais. Ils sont chacun plus mythiques que les autres. Le premier exemple, c'est Rucker Park, qui voit naître des légendes comme Rafer Alston ou Sham Gobsa. Ouais, vas-y. Gotcham God. Gotcham God, puis j'ai trop du mal à le dire. et voilà pourquoi New York c'est à part. Et puis vraiment, même tous les joueurs NBA qui ne viennent pas de New York vont aller faire des matchs au Rucker Park. C'est ça, vous avez le match de Kobe, Kevin Durant, le match qui n'aura jamais eu lieu, ou que Jay-Z organise, où il y a Blackout, le plus grand match qui n'a jamais eu lieu. Jay-Z Fat Joe, incroyable. C'est ça, genre Jay-Z Fat Joe qui organise un match, pour ceux qui connaissent pas l'anecdote. Le match n'aura pas lieu parce qu'il y aura un blackout, mais il devait y avoir LeBron, il devait y avoir Iverson, il devait y avoir Shaq, il y avait vraiment... C'est ça, vous prenez les 10 superstars de NBA du moment, ils sont censés faire un 5 contre 5 à Rucker Park. C'est un truc de fou furieux. Pour comparer dans le foot, imaginez Messi qui fait son équipe de 11 types de rêves, Ronaldo pareil, et ils vont s'affronter un City en bas. Exactement. En bas, quoi. Genre, ils vont faire un Soccer à l'Urban Soccer. C'est vraiment un truc de fou furieux. Ouais, non mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment... Ouais, le basket est né à New York. Enfin, le basket tel qu'on connaît aujourd'hui. Le nombre de joueurs qui viennent de là-bas, genre... Carmelo Anthony, Karim Abdul-Jabbar, Julius Erving... Rafer Alston, Gotcham God. La liste, elle est interminable. Enfin, c'est vraiment la capitale du basket, quoi. Bien sûr. Juste, tu vois les images en sortie de Madison Square Garden, quoi. Regardez. Les side talk qu'ils appellent ça, je crois. Ouais, les... Hurricanes are coming to the Knicks. Exactement. Alors, les fans des Knicks sont ultra particuliers et c'est tout ça qui permet à la Insanity d'être aussi grande aussi vite. Et comme je disais, rajouter à ça le fait qu'il soit asiatique, le fait que ça repermet au continent asiatique de s'intéresser au basket et de s'identifier à quelqu'un. Vous avez la recette d'une star interplanétaire, j'ai interplanétaire, mais ça aurait pu l'être, hein, Jeremy Lin. Oh bah lui, il est connu sur Saturn. Ouais. Ah ouais, certainement. Regardez, faut bien comprendre que, alors,
l'Insanity ne va jamais continuer à New York, on en parlera après. Mais quand il signe à Houston pour 25 millions sur 3 ans... On dit que c'est un Big 3 avec James Harden et Dwight Howard. Ça fait... Le mec a fait 1 mois de NBA correct. Hein. Il signe... Non mais imaginez aujourd'hui un mec qui fait 1 mois de NBA correct et qui dernière va signer, parce qu'avec les ratios d'aujourd'hui, quasiment 60 millions sur 3 ans. Ouais, putain. Et on dit ouais, c'est un Big 3, attention, Houston sont contenders quoi. C'est ça, exactement. Genre c'est n'importe quoi la Linsanity. Et les Knicks ont super mal géré la situation. Les Knicks finalement. C'est voilà. Knicks. Voilà. On va finir sur donc pourquoi est-ce que la Linsanity elle a pas continué à New York, parce que il y a des raisons. Et c'est tout à l'heure je te l'ai vendu quand on était en off. Tout le monde pense que c'est parce que Melo est là que la Linsanity ne continue pas. Moi j'ai une théorie. Oula. Jérémy Lin dans le podcast parle du fait qu'il a jamais eu de problème avec Melo et que bien au contraire, ils se sont souvent très bien entendus quand il s'agissait de parler basket ou de parler de comment l'équipe devait jouer, comment le jeu devait se dérouler. Et Lin explique clairement qu'en vrai, au moment de la Linsanity, il est plutôt bien intégré dans le groupe, que même au moment de sa blessure, Stud, Chandler, Melo et d'autres joueurs viennent lui expliquer comment prendre soin de son corps, comment bien revenir correctement de sa blessure. Mais lui ne sait pas si les Knicks se sont détruits de l'intérieur ou de l'extérieur. Ce que lui dit, c'est que plusieurs fois, le front office va l'appeler pour lui demander son avis sur des questions, sauf qu'on parle d'un mec qui connaît réellement la ligue depuis 1 mois. Et le front office l'appelle pour lui demander son avis. Donc il le dit, j'y réponds avec candeur, j'ai aucune idée du jeu qui est en train de se stramer derrière moi. Bah ouais, putain, tu m'étonnes. Et en fait, c'est tout ça qui va mener au fait que Lin ne va pas signer. Alors que lui le dit, et franchement, sur le papier, ça tient la route. Les Knicks auraient pu avoir une très belle équipe. Bah ouais. Parce que vous avez Melo, vous avez Lin, vous avez Chandler, vous avez Stud, coaché par un D'Antoni s'il n'est pas viré, même si au moment de la re-signature, il est déjà viré. Genre coaché par un D'Antoni, ça aurait pu fonctionner. Sur le papier, oui. Sur le papier, mets-moi Stud en sortie de banc, mets-moi Chandler, Melo en 4, mets-moi Lin en meneur de ballon qui va jouer du pick and roll. Mets-moi 2-3 3 à côté. C'est ça, mets-moi Shumpert et J.R. Smith qui arrivent cet été-là. Voilà. Et vous avez une équipe de New York qui peut être très très bonne sur le papier. Qui peut emmerder. Mais non, le front Knicks des Knicks va faire n'importe quoi et les médias vont créer une narrative autour de Melo en disant que c'est Melo qui veut pas de Lin parce que soi-disant ça lui ferait ça lui ferait de l'ombre à sa lumière, etc. Enfin, à part, j'ai l'impression que Melo n'a jamais été très apprécié. Et bah justement, c'est mon truc. Melo, faut arrêter de n'écouter de Carmelo Anthony uniquement la narrative des médias américains. Bien sûr. Parce que récemment, j'ai bouffé pas mal de podcasts, que ce soit du coup Lin quand il en parle, mais aussi Iman Shumpert et J.R. Smith, qui sur le podcast de Iman Shumpert parlent tous les deux de Melo et disent clairement, parce qu'on parle de mecs qui ont joué avec LeBron, hein, et qui disent clairement que le meilleur leader de groupe et le seul mec qu'ils ont, enfin le mec après LeBron qu'ils ont vu le plus prendre soin d'un groupe et de ses individus, c'est Carmelo Anthony. Je reste persuadé aujourd'hui des interviews qui vont être faites après où on va poser la question genre des Knicks sur Jérémy Lin. Genre moi je reste persuadé que c'est Tyson Chandler qui fait dégager Jérémy Lin. Ah ouais. Parce que Tyson Chandler aura une quote dans laquelle il dit en octobre 2012, avant la saison qui est post-Linsanity, il voyait pas Lin comme un général capable de faire tourner ou créer en attaque. Le mec qui t'a sorti de la merde et qui t'a fait gagner 8 matchs d'affilée, qui tourne sur la saison, au total je crois que Lin finit la saison à tourner en 19, 4, 7,5 quasiment. 7,5, ouais non il est pas capable de... Non, il est pas capable de leader une attaque et de créer une attaque. Il a pas eu le nez creux là-dessus Tyson. Non, Tyson Chandler, voilà. Et surtout que dans les interviews, notamment celle de Stud et ensuite la réponse de Melo, Stud va dire que tout le monde n'était pas fan du fait que Lin devienne une star. Et tout le monde pense à ce moment-là qu'il parle de Melo. Et Melo répondra en disant que il ne voit pas pourquoi Stud penserait à lui et qu'il sait très bien que Stud ne pense pas à lui. Et c'est pour ça, c'est ce qui a forgé ma conviction que Lin, c'est le front office qui en était pas super fan. Pour des questions de je ne sais pas, j'ai pas réussi à trouver de réponse. Et que Tyson Chandler n'aimait pas ce mec.
Et que comme on est sur un mec qui ne sait pas jouer le jeu du front office à ce moment-là et qui n'a pas le jeu de la NBA, de comment ça se fait, et ben il va se faire bouffer. Il va se faire bouffer, on va le dégager. Ouais, puis le front office, si tu me dis, le front office devait pas être très grand fan. Tu sais, tu vois, ils avaient déjà des stars, Stout, Chandler, Melo. Putain, pour eux, je pense que de se dire, attends, mais c'est un role player qui leur prend toute la couverture là. Bah c'est non. ça. Enfin, c'est pas comme Et ça. puis, tu vois. non, Nous, mais bien sûr. on a promis ça quand Melo a signé. On lui a promis ça, à dire, hey, gros, c'est New York, tu vas être, Ouais, tu vas être la star. Tu vas être un dieu vivant. Et au final, c'est le petit Asiate là qui sort de nulle part qui Ouais. est la star. Je pense que les mecs Bah, ont dû se puis- dire, si on garde pas. Enfin, si on re-signe Lynn, Melo va demander à partir ou un truc comme ça. Bah, en parce fait, que tu vois, il y a peut-être eu ce genre de Ouais, réflexion. moi le truc c'est que je pense vraiment que l'incompatibilité se fait pas sur Melo Lin. Oui, enfin, c'était Parce l'exemple. que Melo le dit, Melo en parle, tu vois, quand il répond, qu'il dit qu'il pense que Stout ne parle pas de lui, il dit aussi, il y a quelques temps, il en a parlé avec du recul, il a dit honnêtement, je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé, tout ce que je sais, c'est que ce gamin était bon et qu'on aurait dû garder ce gamin. Mm. Et ça suffit pour vraiment me faire dire que Lin n'aurait jamais été touché, la fame de Melo. Mm. Putain, on parle de Melo Prime. On parle d'un mec qui peut regarder, qu'à l'époque, il regarde LeBron dans les yeux sur des séries de playoffs. Match à 60 points. Ouais. Genre bordel, c'est Carmelo Anthony, Ouais. il aurait jamais été touché. Et honnêtement, vu la personnalité de Lin, qui est un bon garçon qui veut fit, ça aurait été parfait. Il aurait trouvé sa place, il aurait été sous les radars. C'est sûr. c'est Melo aurait pris ce que lui ne voulait pas, ça aurait pu Oui, vraiment il bien aurait- marcher. clair. Par T'aurais contre, eu un vrai un Chandler ou un Stud, là, ça aurait touché à leur image à eux. C'est pour ça que je pense bien plus que c'est Chandler qui a peur pour son image à lui, Ouais, que à ce moment-là. Stout, je pense pas trop parce qu'il avait déjà eu l'habitude de jouer avec des vrais bons meneurs créateurs, genre Exactement. un petit Canadien, là, je sais pas si t'en as entendu parler, Steven Nash. c'est ça Steven Nash. Ouais, peut-être. Un mec qui est bon au foot aussi, non? Ouais, qui aime bien Tottenham. Quand il va jamais gagner de titre dans sa vie, c'est incroyable. Mais voilà, genre, il sait ce que c'est de jouer avec un meneur vraiment créateur et fort balle en main, tu vois. Enfin, genre, je pense que ça m'aurait pas eu son pâté. Non, c'est vrai. Lui, il était occupé à prendre un bain avec du pinard. Enfin, tu C'est vois. ça. Putain, cette anecdote. Mais voilà pourquoi la Insanity elle a pas continué à New York. C'est vraiment dommage en tant que fan des Knicks. Vraiment, j'aurais aimé. Genre, je suis sûr que ça aurait fait vraiment du bien aux Knicks. Parce qu'il y a. Putain, pour tous ceux qui ont été fans des Knicks et qui ont suivi les Knicks sur la décennie 2010, mais la main, ça a été un problème. La saison d'après, oui, on ramène Jason Kidd. Oui, Jason Kidd est incroyable. Oui, mais Mais c'est pas Perrin, c'est ça. C'est Jason Ouais, Kidd à 37 ans. 37 ans, ouais, putain. Genre, Il est déjà vieux quand il est champion, mais alors là, il est encore plus vieux, tu vois, c'est encore 2-3 ans. C'est le vieux après, du quoi. vieux. Putain, c'est terrible. Ouais, et puis surtout que, enfin, depuis, il y a eu quoi au Knicks, en gros. Un gros meneur. Enfin, même depuis cet épisode-là, genre les années 2010 des Knicks, c'est quoi? Bah c'est la merde, c'est-à-dire que Il y la a- saison il y a- d'après, il y a on même retourne pas- en... Il y a même pas eu un tour de playoff de passé? Si, la saison d'après on retourne en playoff, mais non, on passera jamais de tour de playoff. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et en fait, la saison 2012-2013, on retourne en playoff. C'est d'ailleurs la saison où le Heat rejoue les Knicks au premier tour, et il y a Sheed au Knicks à ce moment-là. Ah oui, putain, C'est le, je sais pas pour ceux qui ont l'image en playoff de Sheed qui met un 3 dans le corner et qui recélèbre. Et après, oui, bah après ça sera catastrophique, c'est-à-dire Après, que derrière les Knicks vont... Vous tentez des trucs. C'est ça, ça va Pingus, devenir Pingus, c'est ça va devenir compliqué. Il va y avoir Kristaps Porzingis, mais qui va se blesser et qui va finir par se barrer. Melo va finir par se barrer aussi. Et les Knicks vont entamer une reconstruction qui durera jusqu'à l'avènement de Julius Randle. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. On l'entend encore. Exactement. Mais voilà pour la Linsanity, pourquoi ça n'a pas continué à New York, ce Et qui puis s'est même, passé ça, dans la enfin, tête de ça a Jeremy pas Lin. Ça a pas continué tout court parce que même après quand il a joué à Houston, à Toronto, où il a été champion, parce que je le savais avant Aux de Lakers. commencer, je ne peux pas oublier. Exactement. Aux Lakers, aussi. à Charlotte, enfin À voilà. Brooklyn. Oui, c'est vrai qu'il a joué au Nets avec Et son ouais, il putain joue de au zéro, Nets. quoi. Putain, le flow qu'il avait, c'était incroyable. Et alors... On aurait dit un mafieux. Pendant qu'on est sur les petites anecdotes sur Jeremy Lin, parce que du coup j'ai regardé tout le truc, mentalement Lin explique que, comme vous le savez, il est parti faire un passage en Chine et c'était une méga star en Chine. Et en fait il explique que à l'époque, c'est encore une fois syndrome de l'imposteur, il explique que dans sa tête genre, ça va pas du tout, qu'il veut pas prendre les responsabilités dans les quatrièmes cartons, qu'il veut surtout pas le ballon dans les derniers tirs, Ah ouais etc. et tout. Alors qu'en Chine, qu'il il le- devait C'est ça, alors qu'il faisait des bonnes stats. Jimmer Fredette et Bien un sûr. dieu vivant là-bas. Et en fait, il explique qu'à l'époque, il en veut pas, il le supporte pas, et que c'est comme ça qu'il ira avoir un psy, Ok. et qu'en fait, il fera tout le travail nécessaire pour mettre au clair son passé, pardonner des choses, et il fera quelque chose que je trouve très beau, il en parle. Une fois qu'il a fait tout le travail et qu'il a tout mis au clair sur ça, parce que dans le contexte, il faut comprendre que quand il arrive en Chine, il sort de 2 saisons avec Brooklyn, où Kenny Atkinson le met au cœur des systèmes, et où lui se blesse. D'abord, il se fait les croisés, et l'année Oui, d'après, c'est je vrai. sais plus, je crois qu'il se blesse à la main, il me semble.
et où vraiment 2 saisons où il aurait pu être une star et où ça se passe pas. Donc il arrive en Chine, ça réémerge, il syndrome de l'imposteur, etc. Il va le faire soigner et il fait un truc très beau à la fin. Il appelle tous les gens avec qui il a des problèmes et il met les choses au clair avec eux. Et en fait, il expliquera qu'à l'époque, il appelle Melo et que Melo lui dit mais on n'a aucun problème, mec. Il y a aucun problème entre toi et moi. Et c'est pour ça que pour moi la thèse de Melo qui dégage Lynn elle tient pas et qu'elle est juste bonne dans la narrative américaine de Melo c'est le méchant et c'est un enculé. Parce que oui, Melo sur le terrain c'est un black hole, mais dans le vestiaire ça a l'air d'être un vrai bon gars. Ouais, et puis il est pas pote avec LeBron pour rien. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression, il a pris toute sa carrière plein la gueule pour pas grand chose quoi. Vraiment. Pour un mec qui a gagné un titre NCAA hein. Ouais, c'est vrai que Syracuse. Et ouais. C'est terrible. Et en plus, le seul truc que contre Melo, c'est genre quand il était ok ici, c'est le seul truc qu'il fait. Moi, sortir du banc. Moi, Melo. Genre. Mais après, ça, tu vois. C'était là, bah. Ça, si on continue sur Melo, je le comprends de ouf. Genre. Melo à OKC, il n'a pas à sortir du banc, n'a pas à être 6ème homme. Oui, c'est une 3ème option et il va accepter la place de 3ème option sans problème. Oui. Mais non, Melo. Vous voulez mettre qui à l'époque à OKC devant Melo? Ouais, et puis surtout que, excuse-moi, mais Paul George et Russell Westbrook et Melo, niveau QI basket. Ça va, ça s'est ça joué. Va quoi, genre, bah ouais. C'est des gars qui ont la tête sur les épaules, qui sont intelligents, qui. Enfin voilà, puis c'est des monstres quoi, genre. Ah non, mais vraiment, c'est des. Donc c'est clair que. La façon, narrative. Sinon, tu mets qui sur le banc, enfin sur le terrain à cette époque-là? André Robertson. Nick Collison, je sais même pas s'il était là encore. Si, il est toujours là. Ouais, oh, putain, c'est bon. Mais ouais, on sait même pas qui était poste 4 des. Voilà, c'est dire. À l'époque, tu vois, genre, c'est. Mais ils nous ont pas marqué visiblement. Je me souviens du shitstorm qu'il y avait eu après cette déclat. Alors qu'elle est mais largement. Elle est largement comprenable, tu vois. Enfin, ouais, ok. Bon, peut-être que sur la forme, pas top, mais dans le fond, oui. Dans le fond, il a raison. On met pas Carmelo Anthony sur le banc. Mais du coup, voilà, pour la Linsanity, tout ça, on finit avec quelques joueurs. T'as quelques joueurs similaires qui auraient bousculé un peu leur équipe. Alors, on en avait parlé ensemble, Isaiah Thomas avec Boston en 2017. Ouais. Où on voit vraiment un mec. Alors, il y a la saison d'avant. On peut argumenter que la saison d'avant, ouais, il est déjà bon, il y a des prémices. Mais la saison 2017, c'est un hit check incroyable. Le mec est candidat MVP, quoi. C'est ça, c'est un hit check incroyable et qui se termine, encore une fois, potentiellement un mec qui a été dans une zone toute la saison et qui se termine avec le décès de sa sœur. Hein. Ouais. Parce qu'il y a sa blessure, mais c'est le décès de sa sœur qui le met. Et l'image de lui qui est sur le banc en pleurs avec Avery Bradley qui est à côté là. Bien sûr. Là, oh putain. Et puis je vais faire un parallèle, hein. Mais pour Lynn, c'était surmenage intentionnel qui bascule vers surmenage constant pour des causes extérieures qui l'amènent à sa blessure. On est sur le même schéma avec Thomas. Hein. Surmenage intentionnel toute la saison, sa sœur arrive, ça casse la zone, il tombe dans le surmenage constant, il se pète à la hanche et c'est fini. Ce sera la fin. Et d'ailleurs, tu sais que je t'avais envoyé le truc, tu sais où il a joué la saison dernière. Nulle part. Voilà, il était au chômage. Terrible. Le mec était candidat MVP il y a 2017. Ans, un truc comme ça, 5-6 ans. Au chômage aujourd'hui. Putain, elle est violente celle-là. Hein. Mais sinon, genre, dans le style de cette narrative-là, Porzingis, il arrive à se faire chier dessus et au final. Ouais, après je le mettrais moins parce que c'est un rookie, mais effectivement. Mais tu me diras, ouais, je suis con parce que Lynn c'est quasiment un rookie. C'est le genre de truc où tu sors des gars qui sont un peu nulle part, alors en vrai, non, ils sortent pas nulle part. Non, pour les Européens ils sortent pas nulle part, pour les Américains on sait pas qui est ce mec. Voilà. Ils savent pas placer la Lettonie sur une carte. Hein. Voilà, ils savent pas placer. La France. La France, c'est un pays du tiers. Merci. Il avait peut-être pas tort, Charles Barkley, en fait, quand on voit ce qui se passe à Ouais, mais va te faire enculer. Mais c'est un autre débat. Oui, de manière générale. Mais ouais. Je sais pas, après, sinon, ce que j'ai d'autre. Non, on en avait parlé ensemble, Bill Embiid un petit peu. Parce que les Pistons, ça galère, et Bill Embiid arrive, et l'instigateur de cet esprit bad boy et des Pistons qui fonctionnent, c'est lui qui va tenir un peu le groupe. Ouais. Après, sinon, t'as tous les gars qui sortent un peu de nulle part. Jokic. Ouais. En vrai, même si Jokic, l'évolution est constante, genre Jokic, c'est pareil, hein, c'est un second tour de draft, on parle de mec qui émerge et qui bouscule une dynamique. Nicolas Jokic, c'est impressionnant. Ouais. Après, c'est souvent dans les gros marchés que tu vois ça. Alors, tu vois, là, ces dernières années, aux Lakers, on a Austin Reeves, on a eu Caruso, Brandon Ingram et tout. Enfin, tu vois, ce genre de gars. Ingram était un peu plus attendu, mais ouais, surtout Reeves et Caruso. Reeves et Caruso, genre, tu vois. Deux beaux exemples. Alors, moi, fan des Lakers, j'adore Austin Reeves, mais vas-y, il sera pas All-Star la saison prochaine. Enfin, genre, le nombre de personnes qui se branlent sur lui. Déjà, j'étais surpris de le voir à Team USA. Alors, ok, c'est l'un des meilleurs joueurs de Team USA. Genre, il est vraiment. Ça me surprend moins, parce que c'est un vrai bon joueur de basket, ouais, voilà, c'est un bon joueur de complément.
C'est ça, c'est le genre de gars qui va. Tu sais, c'est le genre un peu couteau suisse, tu le mets dans n'importe quelle équipe, ça marche. Je suis en train de penser un truc cette saison, Walker Kessler. Oui, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout à lui. Genre rookie, perce sous les radars, etc. Il y a Lauri Markkanen, dans l'ombre de Lauri Markkanen, Walker Kessler il fait beaucoup de bien. Hein. Ouais. Pour remplacer Rudy Gobert, il y a pire. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, Et je sais pas si t'as d'autres noms, mais je pense que sinon on va s'arrêter là. Ouais, là, comme ça, qui me vient, non. Un dernier. Manu. Ouais, Manu, il est drafté loin. Tony et Manu, ça marche en vrai. Hein. Ouais, Manu, il est drafté en fin de second tour, hein, Manu. Hein. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est un 57ème shot draft, un truc comme ça. Fin... Ouais, Tony et Manu, effectivement, ça marche. Et puis, bah, c'est devenu, allez, top 5 des meilleurs internationaux de tous les temps. Oh oui, très facilement. Ouais. Très facilement. Il y a Dirk. Il y a Yanis. Il y a Pau. Il y a Tipeee. Et il y a Manu. Et vous pouvez rajouter Schmidt, Petrovic, Charvidas. À voir où ça va s'arrêter Jokic. Oh oui, pardon, Jokic est dedans déjà. Oui, bah oui. Doncic peut arriver dedans. Ouais. Après, en même temps, les Européens, on est en train de démonter la NBA, donc ça c'est un autre débat. Victor. Victor, on verra. On espère évidemment qu'il cassera tout. On espère qu'il pète. Franchement, je souhaite à Victor qu'il pète le record de ligne. Mais moi, 30 points sur chaque match, ça va être en vrai. Tu sais qu'il est capable, cet enculé, hein, oui. C'est ça le plus terrifiant. Mais il aura tous les ballons pour. J'ai pas regardé le calendrier des Spurs, mais s'il joue sur 2-3 il commence sur 2-3 équipes pas folles, il y a moyen qu'il fasse une première mixtape en mode bonjour, je suis français, baguette. Enfin, tu vois, genre c'est. On verra bien, on lui souhaite en tout cas. En tout cas, on te le souhaite. En tout cas, on te le souhaite tellement, Maurieux Paga. Mais voilà. C'est fini, t'as pas d'autre truc à dire? Moi c'est bon. J'ai des hot takes, mais. On les fait sur un. Maintenant ou on les fait sur un autre fichier? C'est comme tu veux, écoute. Allez, on les fait maintenant, c'est du bonus. Ok. Petit hot takes? Ouais. Je les ai notés. On en parlait déjà un peu tout à l'heure, mais là, cette saison 2023-24, Ben Simmons, attention à Ben Simmons. Un petit pari, un petit trophée qu'il peut aller chercher. Trophée. Meilleure progression. Non, parce que j'en ai un. Ok. Ben Simmons, attention cette année. Ben Simmons, je sens que ça va être la saison. Ben Simmons All-Star? Pourquoi pas? Parce qu'en vrai, je le vois bien. Genre... C'est vrai qu'en plus, ça peut marcher avec les fans. Ouais, là, je le sens bien. J'ai l'impression qu'il s'est bien libéré de tout le shitstorm de Philly. Et qu'il est bien entouré pour une fois grâce à Michael Bridges. Voilà, il a une équipe de joueurs jeunes qui a du talent. Enfin, putain, t'as Cam Johnson, Michael Bridges et tout. Enfin, t'as un vrai bon noyau solide à Brooklyn. Ça m'étonnerait pas que Brooklyn fasse une vraie belle saison et que Simmons se relance et qu'il puisse un peu inverser la narrative qui traîne sur lui depuis 2 ans, depuis les Hawks, la finale contre les Hawks et le lay-up qui laisse passer pour faire une passe à Matisse Thybulle. Ok, moi j'en ai une. Ouais. L'équipe de France, si rien ne change au coaching et dans la structure, l'année prochaine on sort même pas des poules au JO. Wemby ou pas, on sort pas des poules parce que l'équipe y est pas. Ouais, si rien ne bouge structurellement. C'est clair, c'est sûr. Tu vois le désastre que c'est. Enfin, moi, c'est surtout que j'ai l'impression qu'il y a un truc dans. Genre, la déclat de Batum, la déclat de Gobert, il y a un truc qui a été cassé. Je sais pas qui a cassé, je sais pas qui est en cause, mais il y a un truc qui a explosé dans ce groupe. C'est clair. Alors que genre, tu vois Batum, putain, j'ai les larmes aux yeux quand je l'ai entendu. Ah, vraiment, elle fait mal au cœur, sa déclat. Déjà, j'avais envie de me jeter de mon 4e étage quand j'ai vu le match, Déjà, j'ai galéré à regarder le match et quand je vois le match que c'était, je me dis que j'aurais mieux fait de pas le regarder. Oui, moi aussi, t'inquiète pas. Je suis pauvre, j'ai pas bien, donc j'ai galéré en streaming. C'était l'enfer. J'avais les commentaires de Trash Talk à côté. Tu vois, mais putain, la haine. Et bravo à la Lettonie, putain. Ça, c'est une vraie équipe qui bosse, putain. En tout cas, une équipe qui lâche rien. Voilà. Une autre texte peut-être? Ok, pour revenir sur le MIP. Ouais. Un petit gars qui joue en violet. Un ailier fort qui s'appelle Keegan Murray. C'est chaud pour un sophomore d'être MIP. Ah, je sais pas, je crois. Mais c'est possible. Il tourne à quoi cette saison? Il tournait, je sais pas, à 15 points. Ouais, je crois quelque chose comme ça, 12 je sais pas, j'ai vraiment. Rien que quand tu vois la Summer League qu'il a fait. Je sais pas, c'est basé sur plus ou moins rien, je sais pas, j'ai juste l'impression, je sens qu'il va faire une dingue. Dans le collectif de Sacramento, je sais pas, j'y crois. J'ai envie d'y croire. Je crois déjà en Keegan Murray de base, et là j'ai vraiment envie qu'il fasse un truc de ouf. Okay. Et je pense qu'il est vraiment capable. Ce gars pue le basket, quoi. Ok. J'ai une. Mais alors, celle-ci, elle est très 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 chaude. Et elle est vraiment à double tranchant. C'est-à-dire que si je me plante, je pense que je me plante royalement. Ouais.
Mais les Warriors, ça repasse toujours pas le second tour en playoff. On est d'accord? On est complètement d'accord. Parce qu'au début, vraiment... au début, la tech c'était les Warriors ne vont pas en playoff et je suis bon quand même si Curry, mais je les. Enfin. J'ai vraiment. Je sens pas cette équipe. En fait, je n'aime le supporting cast, genre même avec Chris Paul, même avec Kuminga. Bah, déjà, t'as Chris Paul dans ton équipe donc tu ne vas pas être champion déjà. Et vraiment, genre. Je sais pas, même si la poule est partie, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui s'est brisé depuis la. Il y a une magie qui s'est brisée. En plus, et déjà Bob Myers c'est parti en plus. Ouais, genre vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc dans ce groupe qui est. Franchement, il nous faut une The Last Dance. Soit. Ouais, c'est soit il nous faut une The Last Dance, ils sont encore champions, et là, ok, bon bah bravo. Ouais, vous êtes vraiment l'une des plus. La dynastie des années 2010-2020. Ouais, c'est clair. Mais je t'avoue que j'y crois pas une seule seconde. Ok. T'en as une dernière? Une dernière chacun? J'en ai plein d'autres. Ah bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Allez, rapide, Houston en play-in. Oui. Genre, je vois bien un Sengun vraiment continuer à progresser. Sengun pourrait être MIP cette saison. C'est vrai. Avec un Thompson, c'est Amen ou Osar qui est à Houston? Je me souviens plus. Je crois que c'est Amen. Oui, c'est Amen. Osar, il est Je sais pas, j'arrive pas pour l'instant à différencier les deux. Si, c'est Amen qui est à Houston et c'est Osar qui est à Détroit. C'est qui a été drafté? Osar. Bref, bah, un des deux Thompson sont quasiment pareils, ouais. C'est ça qui est terrible. Et il y a ça. Gros nerd de NBA aussi, oui, ils sont très drôles. Porter. Oui, c'est Kevin Porter Jr. J'en ai une autre texte. Je sais pas, bon, il est un peu. Voilà quoi, mais tu sens que le gars a du potentiel pour briller, tu vois. Et je sais pas, avec Ime Udoka, qui est quand même pas mauvais en coach, j'ai envie de croire qu'ils peuvent gratter une petite 10e place, tu vois. C'est probable. Avec un noyau de jeunes comme ça, tu sais, un peu à la manière des Grizzlies des débuts qu'il y a quelques années, tu vois, où c'est l'équipe de jeunes qui casse un peu tout, tu vois. Je pense que c'est pas impossible qu'on voit un scénario comme ça. J'ai une double autre texte. Ou Doncic ou Edwards sera MVP la saison prochaine. Alors, ouais. Alors, Doncic, j'y crois pas. Parce que je vois pas comment les Mavs peuvent avoir le bilan collectif. Mais je me dis, en fait, je reste persuadé que Kyrie Irving est le meilleur joueur au monde pour jouer à côté d'un mec qui joue comme Doncic. Mais tu n'as pas de pivot, putain, t'as Dwight Powell. Mais trade-moi un mec là. Oui, enfin, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans qu'on dit ça et que. C'est vrai. Ouais, oh, t'as eu Javal McGee. Waouh. Oui, bah. Les Mavs se sont jamais remis de DeAndre Jordan qui leur fait une infidélité. Putain, quelle époque. Et sinon, ouais, Edwards. Ouais, moi, je pense qu'on peut être sur une breakout saison vraiment d'Anthony Edwards, très très énervé. Ouais, j'avais vu des trucs, je crois que c'était Trash Talk quand on parlait, qui disait le nombre de joueurs qui en sortent en team US à fond. Ouais, font des breakout saison. Rose, bah, tout ça. Dans le même sens, watch out la saison de SGA l'année prochaine. Exactement. Et puis même, tu vois, même un Towns qui s'est éclaté à la Coupe du Monde avec ouais, ça peut lui faire beaucoup de bien. Hein. Un Gobert un peu vénère qui veut faire fermer des bouches. Pourquoi pas? Tu vois, dans la même ligne, Gobert pourrait se refaire trader la saison prochaine. Ça m'étonnerait pas. Et au Mavs, justement. Bah, moi, j'aimerais bien, en vrai. Un petit Gobert Irving, là. Peut-être que ça, il aurait... Ce serait débile pour les Timberwolves de faire ça, mais... Mais genre, t'imagines Gobert qui reçoit les passes de Doncic? Putain, il ferait tellement de pertes de... Ah bah, puis il ferait tellement du bien dans... Bah frère, jamais Gobert il rattrape les passes à Doncic. T'as vu comment il rattrape pas déjà les passes de Fournier? Comment tu veux qu'il rattrape celle de Doncic? Je pense que, avec ses mains en pense que Gobert n'avait pas envie de venir et qu'il aurait pas dû venir cette saison. Oui, cet été. Il voulait mettre des 3 points. Laissez les gens tranquilles. Jordan Poole. Ouais. Breakout season. Breakout season de Jordan Poole. Là, j'ai le feeling qu'il va jouer libéré. J'y crois pas du tout, moi. Je sais pas, j'ai envie d'y croire. Moi, j'y crois vraiment pas du tout à ce mec. Je peux pas décemment penser que le Jordan Poole qu'on a eu en 2022 est mort et enterré. Genre, je peux décemment pas... Genre, frère, je pense qu'il a pris une droite et qu'il s'en est jamais remis. Quand même, genre là, frère, il est parti à l'autre bout du pays. Ouais. Il va être dans une équipe où il va avoir les clés du camion. Genre... Ah non, c'est probable. Genre, je dis pas que Washington va faire une belle saison. Je pense que Washington va être un des pas très bons bilans de la ligue, voire si ce n'est un des pires. Mais je pense que Poole va se libérer et va faire des vraies bonnes stats et Ouais, ça va juste être un bon joueur dans une équipe de merde, quoi. Mais ouais, genre, je pense qu'il va... Je sais pas, j'ai envie d'y croire sur le fait qu'il se libère mentalement, tu vois. Non, moi j'avais... J'en ai après, le problème, c'est qu'on est plein, mais elles vont pas toutes se réaliser forcément. OKC pourrait arriver en finale de conf.
je serais pas surpris. J'en avais une sur OKC aussi. C'était quoi? C'était pour rebondir sur celle de Paul George avec Chet en Roy. Genre, Alors ça, moi je suis désolé, lui j'ai du mal. Hein. Moi j'ai pas, vraiment beaucoup de mal avec Chet Holmgren. Hein. Genre, Ce mec est... En fait, je sais pas comment dire, mais pour moi ce mec coche trop de red flag de la star universitaire et high school américaine. Où ouais c'est un bosseur, ouais c'est un mec qui est focus sur la défense, etc. C'est bien. Mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans le wagon avec Chet Holmgren pour l'instant. Moi j'ai un bon pied dans le wagon, genre genre joueur que j'aime bien, tu vois. Et genre ce que disait Paul George, je trouvais ça pas débile, tu vois. Genre qui disait ça fait déjà 1 an qu'il est là. Même Non mais par contre oui c'est vrai ça. Genre il s'entraîne, il voit les gars jouer et tout, enfin. Alors certes, je pense que le jeu d'OKC aura rien à voir par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, parce que quand t'intègres un gars comme ça, forcément, ça change un peu ta façon de ouais, jouer, mais en attaque, il va pas avoir de responsabilité, c'est surtout un pivot défensif. Oui, bien sûr. Mais je sais pas, j'ai envie d'y croire, et je crois aussi beaucoup en Shai. Ok, moi aussi j'y crois énormément. Ils sont capables de faire du bazar en playoff, d'aller faire chier beaucoup de monde. Franchement, serais pas surpris, tu vois. Non, moi non plus. Allez, j'en ai deux dernières. deux dernières. Allez, vas-y, déjà, la première, les Lakers, son podium à l'ouest. Non. Non. Tu mets qui devant? Denver. Memphis. Sacramento. Tu mets Sacto devant? Parce que Sacramento va faire place, son bâtard. Encore. Vous poussez par la Moi saison j'ai d'après. peur du. Et je mets OKC. Pour moi, OKC vraiment fait une saison de fou furieux. Ouais. Moi, je suis désolé, on parlait pas de joueurs qui sortent de FIBA. Shai sort de FIBA, il est excellent. Giddey, avec l'Australie, est incroyable et j'adore Josh Giddey. Lugendorf est très bon aussi en FIBA et va pareil sortir de ça. Jalen Williams, j'adore. Jalen et Jalen, j'aime bien. Les deux. Il y a Holmgren du coup qui arrive en pivot et qui, même si j'ai du mal à croire au fait d'être Roy, va être un pivot défensif exceptionnel. Il aura forcément un impact de ouf. Et sur le banc, vous avez Ousmane Dieng qui va arriver, va se développer et va donner des choses. Ils ont Man aussi là, très Hein très mal ouais, en sortie de banc. Ils ont encore Pokuševski. Ah oui, beaucoup, putain, il ressemble à rien lui. Et ils ont encore 15 000 mecs que Sam Presti a drafté. Mais ouais, non, moi honnêtement. Et puis, tu vois, genre, c'est très con à dire, mais imaginons cette saison. OKC est vraiment bien. Genre, est vraiment très très bien. Et là, Embiid dit qu'il veut se casser. Franchement, je suis Sam Presti. Je te file Holmgren 2 first pick et tu me donnes Joel Embiid. Je te file un autre joueur si tu veux avec. Et par contre, tu dis à Joel, c'est l'équipe à Shai. Oui, non mais bien sûr. Genre, parce qu'en fait, on a vu que t'étais pas un leader, Joel. Je suis désolé. Non mais bien sûr, tu vois. Alors j'adorerais que Joel Embiid vienne au Knicks. Mais moi je suis n'importe quelle équipe. Je suis OKC. Franchement, je suis OKC. J'ai un 5 avec Shai, Dort, Giddey, Jalen et Embiid. En fait, c'est ça qu'il faut voir avec OKC. Genre, relou pour marquer un panier. Mais OKC peut vraiment trader n'importe qui dans son équipe en se disant de toute façon on a encore des joueurs qui sont largement moins à côté. Ouais, ils ont voilà les choix de draft. C'est clair. Si les Sixers partent sur un rebuild, ça peut intéresser des gens des choix de draft. C'est clair. Mais ouais, pour revenir sur les Lakers, j'ai envie d'y croire sur la bonne dynamique depuis la trade deadline. Ouais, c'est pas impossible. Là, ils auront tout le dernier titre de LeBron. Moi j'adorerais un dernier titre de LeBron avant qu'il parte jouer avec son fils, ce serait incroyable. J'en suis tout émoustillé. Ah oui, moi aussi. Vois, il prend sa 5ème bague là. Ah ouais, putain. Avec le passation de pouvoir vers Davis qui après nous emmène vers une nouvelle dynastie des Lakers, je pense. Oh, alors ça, tu t'enflammes un peu. Ouais, peut-être, tu crois? Ouais, peut-être sur Davis. Allez, dernière pour la route. All-Star Kate Cunningham. Oh oui, largement. Je suis dans le train depuis longtemps. Moi aussi, j'adore ce mec. Gars. Il a tout ce qu'il faut, à mon sens, pour faire un vrai beau truc avec Détroit. Il manque juste une franchise autour. Mais. Parce que bon, c'est un peu une. C'est Détroit. Mais merde, c'est qui leur nouveau coach déjà? Merde. C'est pas. Non, j'allais dire Nick Nurse, non? Non, c'est. Monty Williams. Oui, c'est ça, c'est Monty Williams. Voilà. Ça m'étonnerait pas que. Ça donne quelque chose? Ouais, j'y crois. Ouais, en plus, il y a des joueurs à développer aux Pistons. T'as Jalen Duren, t'as Kylan Killian, t'as Jaden Ivey. Stewart. Isaiah Stewart. T'as du coup l'un des deux frères. T'as encore. L'un des deux frères Thompson. T'as encore Wiseman, non? Ouais. T'as Wiseman. Il a quand même été drafté très haut, c'est qu'il doit avoir un peu de basket, ce Bust. garçon. Donc,
fucking bust. Marvin Bagley. Ah, c'est tout ce que j'aurais à dire sur lui. J'avais revu il y a pas longtemps, ils avaient ressorti un clip, je crois que c'était Kings France, de leur réaction sur la draft, cette draft-là. Et ils sont dépités. J'ai retrouvé ça. Genre, Adam Silver qui annonce Marvin Bagley, t'as les gars qui sont là, mais putain. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Mais même les Suns. Hein. Oui. Parce que oui, Andre Je les Ayton excuse bon. plus quand même, parce que Ayton, ok. T'aurais pu associer Doncic et Booker. C'est vrai que ça, putain. Et t'avais déjà... Derrière, tu drafts Michael et Cam. Passer à ça d'un titre pour les Suns, je suis sûr. Ah non, mais on va passer à ça d'une dynastie des Suns. Alex de Trash Talk, là, il est en train Ah de... bah, Alex en pleure. Ouais, on Mais, t'embrasse évidemment. Exactement, des gros bisous. Ah, Bon. putain. Là, sur ce... Sur ce, au revoir, des bisous. Et puis à une prochaine. Et ouais.